Il y a 300 millions d'années, lorsque l'oxygène atmosphérique atteignait 35%, des insectes de 3 mètres dominaient la terre ferme, tandis que les premiers vertébrés terrestres ne pesaient que quelques kilogrammes. Mais cette même suroxygénation créa les conditions évolutives qui, 290 millions d'années plus tard, permettraient à des félins à dents de sabre de 400 kg avec des canines de 2 cm de chasser en meute pendant les âges glaciaires, respirant un air avec seulement 21% d'oxygène, mais portant les poumons efficaces hérités d'ancêtres qui survécurent à la transition atmosphérique du Permien. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Avez-vous déjà imaginé ce qui a pu provoquer, il y a environ 300 millions d'années, une soudaine explosion d'oxygène dans l'air au point de totalement chambouler la vie sur Terre? Cette question étonne, car lorsqu'on pense à l'oxygène, on l'associe presque automatiquement à une condition de base permanente, un ingrédient constant de notre atmosphère, et non à un élément dont la concentration a pu varier de manière aussi spectaculaire dans le passé. Pourtant, durant la période du Carbonifère, la planète a vécu un événement chimique et biologique d'une ampleur inédite qui a bouleversé la biosphère et semé les graines de transformation qui résonnent encore aujourd'hui dans l'évolution et l'organisation de la vie terrestre. Si l'on remonte dans le temps en direction de cette époque fascinante, il s'avère indispensable de creuser les causes profondes de cette anomalie atmosphérique. Comment expliquer que, soudain, l'oxygène ait pu atteindre des niveaux qui ne seront plus jamais égalés dans toute l'histoire ultérieure de la Terre? Pour commencer à comprendre ce phénomène, il faut d'abord plonger dans le contexte de la fin du Dévonien et de l'avènement du Carbonifère, soit il y a environ 350 millions d'années. À cette période, la surface de la Terre s'organise en vastes continents recouverts par d'immenses marécages, où prolifèrent de nouvelles formes de végétation. La flore est dominée par des plantes dites vasculaires, ce qui signifie qu'elles disposent de vaisseaux internes spécialisés pour transporter eau et nutriments, à l'image des arbres et des fougères d'aujourd'hui. Les lycopodes, qui ressemblent à de petits arbres épineux bien différents des mousses modernes, côtoient des prêles géantes et des fougères arborescentes, formant de véritables forêts primaires sur des sols gorgés d'eau. Ce qui a rendu cette végétation si particulière, c'est son efficacité dans la capture du dioxyde de carbone et la libération d'oxygène comme sous-produit de la photosynthèse. Le processus est simple. Grâce à l'énergie solaire, les plantes absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère, l'utilisent pour fabriquer leur matière organique et rejettent de l'oxygène. Jusque-là, rien d'inédit, puisque la photosynthèse existe déjà depuis plusieurs milliards d'années, depuis l'apparition des premières bactéries photosynthétiques. Mais la nouveauté du Carbonifère vient de l'incroyable biomasse végétale produite à la surface du globe. Plus la surface de végétation augmente, plus la quantité d'oxygène rejetée dans l'atmosphère s'accroît. S'ajoute à cet effet une autre caractéristique essentielle, les conditions humides, synonymes de décomposition très lente de la matière organique. Les forêts s'étendent sur des sols marécageux qui accumulent les restes de branches, feuilles, troncs et racines. Or, dans ces eaux pauvres en oxygène, la décomposition par les micro-organismes ralentit drastiquement. Au lieu d'être entièrement recyclée et remise en circulation sous forme de dioxyde de carbone, la matière organique s'accumule puis s'enterre, formant progressivement d'énormes couches de tourbe. Avec le temps et sous pression, ces dépôts deviennent les fameux bancs de charbon, qui seront exploités bien des millions d'années plus tard par l'homme. Ce phénomène est connu sous le nom d'ensevelissement du carbone. C'est là que réside le cœur du mécanisme. À chaque mètre cube de matière végétale enterrée et soustraite à la décomposition, le dioxyde de carbone prélevé dans l'air ne peut pas être relâché à nouveau. Et l'oxygène dégagé lors du processus de croissance n'est pas consommé lors de la pourriture. Il s'accumule donc inexorablement dans l'atmosphère. Ce piégeage est si massif que les modèles estiment qu'environ 10 000 milliards de tonnes de charbon se sont formées à ce moment, entraînant une élévation du taux d'oxygène atmosphérique jusqu'à atteindre 35%, soit près du double de la valeur actuelle. Cette injection continue d'oxygène s'est poursuivie pendant près de 60 millions d'années. Pour bien saisir la portée de cette dynamique, il faut aussi revenir un instant sur la tectonique des plaques. La disposition des continents joue un rôle fondamental dans la répartition des zones humides où ces immenses forêts se développent. Au Carbonifère, les continents commencent lentement à converger pour former la Pangée, un immense bloc terrestre unique. Ce rapprochement favorise la formation d'étendues marécageuses le long des nouvelles chaînes de montagnes et dans des bassins d'effondrement. En se rapprochant de l'équateur, ces régions bénéficient d'un climat chaud et humide, idéal à la croissance des végétaux et à l'accumulation de matière organique.
Mais il ne faut pas oublier non plus la variabilité du climat global. La planète subit des épisodes alternés de réchauffement et de refroidissement, provoquant des variations du niveau des mers. Or, chaque baisse du niveau marin expose de vastes surfaces continentales à la colonisation végétale, et chaque avancée marine recouvre ces forêts en formation, favorisant leur ensevelissement et, là encore, la formation de nouvelles couches de tourbe. Un autre élément essentiel à prendre en compte concerne la biologie des micro-organismes décomposeurs. À cette époque, il n'existe pas encore de champignons lignivores modernes capables de dégrader efficacement la lignine, cette substance coriace qui compose principalement le bois et les tissus des grandes plantes vasculaires. Ce retard évolutif constitue en quelque sorte une aubaine pour l'accumulation de matière organique et la sédimentation du carbone. Ce n'est que plusieurs millions d'années plus tard que l'évolution viendra équiper certains champignons de cette capacité, marquant la fin de ce phénomène d'accumulation massive. En parallèle à ces processus terrestres, les océans eux-mêmes jouent un rôle dans l'équilibre de l'oxygène. Pourtant, à l'inverse du milieu terrestre, ils connaissent durant le Carbonifère des épisodes anoxiques, c'est-à-dire des phases où les couches profondes sont dépourvues d'oxygène. Cette situation résulte du lent brassage des eaux lié à la configuration des continents et des courants marins, créant des environnements pauvres où la décomposition libère du méthane ou du dioxyde de carbone plutôt que de l'oxygène. Mais l'impact sur l'équilibre global reste secondaire par rapport à l'effet massif observable sur les continents. Au-delà de la prolifération végétale, d'autres facteurs accentuent encore l'augmentation de l'oxygène. Parmi eux, on peut citer l'absence de grands herbivores terrestres. À cette période, la mégafaune animale n'existe pas encore. Les seuls consommateurs de plantes sont des invertébrés au métabolisme généralement plus lent que celui des mammifères et des stratégies de recyclage moins efficaces des nutriments. Cela laisse la végétation croître de façon presque incontrôlable, accentuant la productivité primaire et le stockage du carbone. Il faut aussi prendre conscience de l'échelle du temps. Les changements dont on parle n'agissent pas en quelques années, ni même en quelques siècles, mais se déroulent sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Les modèles climatologiques et géochimiques actuels, qui reconstituent le contenu de l'air d'après les bulles de gaz piégées dans les roches ou par l'analyse isotopique de certains minéraux, confirment ce tableau d'une lente et inexorable montée de l'oxygène. Certains indices fossiles, comme la morphologie des insectes, ou l'épaisseur inhabituelle des couches de charbon, corroborent ces observations et offrent une vision d'ensemble cohérente. Bien entendu, tous ces facteurs ne s'additionnent pas de façon linéaire. Parfois, il existe des rétroactions négatives, c'est-à-dire des mécanismes qui freinent ou limitent temporairement la hausse de l'oxygène. Par exemple, la multiplication des feux de forêt, rendu plus fréquent et plus intense dans une atmosphère riche en oxygène, détruit régulièrement une partie de la biomasse, ce qui remet en circulation plus rapidement une partie du carbone capturé. Cependant, dans l'ensemble, l'époque reste marquée par une tendance lourde à une surproduction d'oxygène par rapport à la consommation. On ne peut évoquer le Carbonifère sans souligner le rôle décisif de la photosynthèse, augmentée non seulement en quantité, mais aussi en efficacité. Les nouvelles lignées de plantes exploitent mieux la lumière et certains pigments secondaires maximisent la capture des rayons solaires. De plus, la compétition entre espèces végétales stimule la différenciation rapide des forêts, favorisant une diversité biologique dont l'effet amplificateur sur la production d'oxygène est aujourd'hui bien documenté. D'un point de vue purement chimique, le gaz oxygène est réactif. En grande quantité, il se combine avec d'autres éléments, modifiant la chimie même de l'atmosphère et de la croûte terrestre. L'oxydation à grande échelle de certains minerais, de couches superficielles de sol ou même d'émanations volcaniques participe à la régulation de ce nouvel équilibre. Néanmoins, pendant le Carbonifère, ces processus ne font que ralentir la hausse, sans l'annuler. La hausse de l'oxygène a également des effets secondaires inattendus. Elle abaisse le seuil d'inflammabilité de la végétation, faisant des feux de forêt un risque omniprésent. Les dépôts de charbon, souvent interrompus par des couches de cendres, témoignent de la violence de certains de ces incendies, capables de ravager d'immenses superficies en quelques jours. Mais paradoxalement, chaque feu prépare le terrain à une repousse rapide. La chaleur libérée favorise la germination de certaines plantes à spores et maintient à l'échelle globale le cycle de la productivité. Pour approfondir la compréhension de cette période, on ne peut négliger la contribution des chercheurs en paléobotanique et en géochimie. Par l'analyse détaillée des couches de charbon, la datation des dépôts, l'étude des spores fossiles et la simulation de l'atmosphère primitive, ils parviennent à retracer la trajectoire de cette intoxication progressive de l'atmosphère par l'oxygène.
L'accélération de la production végétale, la stagnation de la décomposition et l'ensevelissement du carbone sont les 3 piliers qui expliquent la dynamique du Carbonifère. En conclusion, les causes de l'augmentation de l'oxygène il y a 300 millions d'années ne reposent pas sur un seul facteur, mais bien sur la convergence de plusieurs processus naturels exceptionnels. La colonisation accélérée des continents par des forêts luxuriantes, la composition chimique particulière des plantes de l'époque, la rareté des grands consommateurs terrestres, l'inefficacité alors relative des décomposeurs, l'enfouissement massif du carbone sous forme de tourbe, de lignite puis de charbon et la configuration favorable des continents et du climat, tout converge pour transformer la planète. En quelques dizaines de millions d'années, la Terre s'offre une atmosphère suroxygénée, un environnement radicalement différent de tout ce qui l'a précédé ou suivi. Cette explosion d'oxygène a posé les bases d'innovations évolutives majeures, permettant entre autres la diversification d'animaux terrestres aux régulations respiratoires inédites et la naissance de formes végétales et animales aujourd'hui disparues. Elle a ouvert la porte à des adaptations extraordinaires, mais comme tout bouleversement, elle contenait aussi en germe un certain nombre de risques, de défis et de limites, autant d'aspects qui dessinent le destin des formes vivantes qui lui ont survécu et qui constituent la mémoire cachée de notre propre atmosphère actuelle. Voilà donc pourquoi, à cette question de départ sur les causes profondes de l'augmentation de l'oxygène, la réponse s'avère aussi complexe que fascinante, imbriquée dans la grande symphonie des interactions entre végétation, climat, géologie et temps profond de la Terre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les insectes et autres petites bébêtes au temps préhistorique, surtout quand l'air de la Terre contenait beaucoup plus d'oxygène qu'aujourd'hui? Beaucoup de gens ignorent qu'à une période bien précise de l'histoire de notre planète, la taille de certains insectes atteignait des dimensions qu'on n'imagine même pas en regardant notre libellule habituelle ou une blatte se promener sur le carreau de la cuisine. Ce phénomène incroyable s'est principalement déroulé il y a environ 300 millions d'années, à la fin du Carbonifère et même au tout début du Permien, soit à une époque où l'atmosphère terrestre contenait jusqu'à 35% d'oxygène, contre à peine 21% aujourd'hui. Cette abondance d'oxygène a servi de moteur principal au développement, parfois extrême, du corps des arthropodes terrestres, c'est-à-dire des insectes, mais aussi des myriapodes et des arachnides. Pour comprendre pourquoi la vie des insectes a changé de manière aussi radicale à cette période, il faut déjà savoir comment ils respirent. Les insectes n'ont pas de poumons comme les mammifères ou les oiseaux. À la place, ils sont équipés d'un système de tubes microscopiques, appelés trachées, qui sillonnent tout leur corps. Ces trachées fonctionnent un peu comme un réseau de galeries qui débutent à la surface de leur carapace par des petits trous que l'on appelle les stigmates, pour aller ensuite distribuer directement l'oxygène à chaque tissu interne. L'oxygène ne voyage donc pas dans le sang comme chez nous, mais circule grâce à la simple diffusion du gaz, des points d'entrée vers les cellules. Ce système, ultra efficace mais aussi très simple, impose cependant des limites. Plus l'insecte est gros, plus il est difficile pour l'oxygène de parcourir la distance entre l'enveloppe extérieure du corps et le cœur des organes. Quand la concentration d'oxygène dans l'air est basse, les grosses tailles deviennent vite irréalisables, car l'oxygène n'atteindrait plus les tissus profonds. Quand la quantité d'oxygène augmente dans l'atmosphère, la distance que le gaz peut parcourir grandit aussi, et ce qui est normalement impossible devient soudainement accessible. Durant la fenêtre du Carbonifère supérieur et du Permien primitif, la nature a vu plusieurs groupes d'insectes et d'arthropodes en profiter pour prendre du poids et pour grandir dans des proportions que l'on aurait jugées inimaginables avec l'ère actuelle. Le plus célèbre reste sans hésiter la Méganeura, une sorte de libellule géante. Méganeura appartient à la grande famille des odonates, qui comprend aussi les libellules modernes. Mais, contrairement à celles qui volettent sur nos étangs aujourd'hui et qui mesurent rarement plus de 6 cm d'envergure, Méganeura pouvait atteindre une envergure d'aile proche de 70 cm, et même un peu plus pour certaines espèces. Imaginez une libellule aussi grande qu'un corbeau, ses ailes transparentes bourdonnant au-dessus de forêts marécageuses et sombres pleines de fougères géantes. Plusieurs fossiles retrouvés surtout en Europe en témoignent, avec des empreintes d'ailes parfaitement conservées qui ne laissent aucun doute sur la taille de l'animal. Mais Méganeura n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les archives fossiles montrent que de nombreux groupes ont atteint leur apogée de gigantisme à ce moment précis. Les arthropleura sont également connus. Ce sont des myriapodes dont certains atteignaient des longueurs de près de 2 mètres, un record absolu pour un animal terrestre sans colonne vertébrale. Ces 1000 pattes géants
rampaient sur le sol des forêts marécageuses, se nourrissant probablement de débris végétaux ou de restes divers. Les blattes primitives, voisines de nos cafards modernes, étaient quant à elles capables d'atteindre 15 cm de long, tandis que les scorpions terrestres approchaient parfois le demi-mètre. Pourquoi un tel gigantisme? C'est là que l'oxygène joue tout son rôle. Les expériences réalisées en laboratoire avec des insectes vivants dans une atmosphère enrichie en oxygène montrent qu'ils grandissent plus vite et plus longtemps, car leur système spiraculaire branchial n'est plus limité par le déficit d'oxygène. On sait par exemple que des grillons ou des blattes élevées dans une atmosphère à 30% d'oxygène deviennent plus volumineux qu'à 20%. Les fossiles géants du Carbonifère ne sont donc pas une folie de la nature, mais le reflet de contraintes physiologiques mondiales du moment. Il est intéressant de noter que malgré ces tailles démesurées, le nombre d'espèces était immense et la compétition féroce. Cette époque où la végétation dense procurait une abondance de ressources et de cachette a permis aux insectes d'occuper presque tous les rôles possibles de la pyramide écologique: prédateurs, détritivores, herbivores, butineurs. Même les jeunes insectes, les larves, pouvaient atteindre des tailles impressionnantes et coloniser des milieux divers. Cela a modifié à grande échelle la dynamique des chaînes alimentaires et introduit une pression nouvelle sur le développement des autres animaux terrestres, en particulier les premiers vertébrés. En restant du côté physiologique, l'abondance d'oxygène impliquait aussi quelques ajustements. Un taux d'oxygène trop haut, même chez les organismes adaptés, peut représenter un danger, car il génère plus de radicaux libres dans les tissus, substances très réactives qui peuvent causer des dommages cellulaires. Mais à cette période, la pression de sélection a conduit à des adaptations qui semblent avoir permis aux grandes tailles d'émerger sans trop d'obstacles. Beaucoup d'insectes géants possédaient d'ailleurs des carapaces segmentées très épaisses, probablement pour soutenir le poids accru et pour limiter la perte d'eau provoquée par la grande surface corporelle. Si l'on se penche un peu sur l'écologie de ces géants, le tableau qui se dégage est celui d'écosystèmes très denses, souvent marécageux, couverts de fougères arborescentes, de lycopodes atteignant parfois 40 mètres, de cicadées et d'autres plantes dont beaucoup sont aujourd'hui éteintes ou cantonnées à quelques régions du monde. Les insectes n'étaient pas seulement en haut de la chaîne alimentaire, mais servaient aussi de nourriture préférée à certains premiers amphibiens ou reptiles qui tentaient leur chance à terre. La présence d'arthropodes géants, dont les exosquelettes pouvaient mesurer plusieurs centimètres d'épaisseur, a sûrement obligé ces vertébrés à ajuster leur stratégie d'attaque, de défense, d'alimentation, voire à modifier leur organisation corporelle. Ce n'est pas seulement la taille qui changeait. Les chercheurs pensent que la diversité des comportements et des modes de reproduction s'est aussi accrue. Les insectes volants, par exemple, bénéficièrent de l'oxygène pour activer des muscles plus puissants, rendant possible des déplacements sur de longues distances et l'accès à des zones de ponte isolées, loin des prédateurs. Le vol battu, c'est-à-dire le battement rapide des ailes, dépend fortement de l'apport en oxygène pour maintenir la contraction musculaire très rapide, d'autant plus que plus l'animal est gros, plus il doit battre fort et vite pour rester en l'air. Une étude sur les ailes fossiles de Meganeura a même permis d'estimer la fréquence de battement compatible avec le climat et l'oxygène de l'époque, donnant une idée assez précise de leur biologie. Un autre effet, sans doute moins visible mais fondamental, touche les cycles de vie. Les tailles plus grandes rallongent généralement la durée de vie, car la croissance prend plus de temps. Cela signifie, pour beaucoup d'insectes géants, la possibilité de vivre plusieurs années sous forme larvaire avant de passer au stade adulte volant ou rampant. Cette particularité offrait sans doute de nouvelles opportunités pour l'exploration des milieux et le recyclage des nutriments dans le sol. Elle a aussi pu rendre les populations d'insectes plus sensibles à certains aléas comme les variations climatiques ou les grands feux de forêt. L'impact de ces géants ne s'arrête pas à la simple question de leur taille. En multipliant les niches écologiques et en augmentant la biomasse disponible, ils ont profondément remodelé la façon dont les écosystèmes fonctionnaient. Les chaînes de dégradation de la matière organique étaient accélérées dans certains milieux, du fait de cette armée d'insectes consommant bois mort, feuilles, fruits, mais aussi parfois d'autres animaux plus petits. Les déjections et les déchets créés contribuaient aussi à la formation des premiers sols humiques stables, un ingrédient essentiel pour les cycles nutritifs des plantes. Précisément à cause de leur taille accrue, ces insectes représentaient également une proie de choix pour les nouveaux prédateurs terrestres qui commençaient à évoluer. Les premiers reptiles, puis les amphibiens de plus grande taille, devaient mettre au point de nouvelles méthodes de chasse, mâchoires plus puissantes, vitesse de course accrue, embuscades efficaces. D'un autre côté, la présence d'insectes géants favorisait l'apparition de défenses élaborées.
carapace, coloration protectrice, venin dans le cas de certains scorpions, ou encore développement de dessins qui permettaient de se confondre avec la végétation environnante. Ainsi, l'abondance d'oxygène n'a pas seulement permis la croissance physique, elle a aussi joué un rôle dans la diversification comportementale et morphologique. On peut s'interroger sur le pourquoi de la disparition de ces géants. En fait, la clé réside dans l'évolution de l'atmosphère elle-même. Lorsque le taux d'oxygène redescend progressivement de 35% à 25%, puis autour de 20%, comme cela s'est passé au début du Permien, le système des trachées des plus gros insectes ne permet plus un apport suffisant en oxygène. Les tailles décroissent donc naturellement par sélection. Seuls les individus plus petits, mieux adaptés à la nouvelle composition de l'air, survivent et se reproduisent. Au fil des générations, la taille maximale des insectes baisse jusqu'à atteindre des niveaux proches de ceux connus aujourd'hui. Les simulations modernes, faites par les paléontologues et les biologistes en comparant fossiles et insectes vivants, appuient ce scénario. Des expériences consistent à élever des insectes dans des caissons où l'on augmente peu à peu l'apport d'oxygène dans l'air. Les espèces montrent une plasticité du développement avec des tailles qui varient en fonction du gaz respiré. Ces études permettent de relier la taille passée aux conditions environnementales de manière précise. Ce tableau de mondes anciens dominés par des arthropodes géants n'est pas juste une curiosité ou une anecdote. Il nous donne des informations précieuses sur la manière dont la vie réagit aux contraintes physiques et chimiques de son environnement. Les records de taille, encore visibles dans certains fossiles, sont un témoin direct des liens entre composition de l'atmosphère, physiologie animale et évolution des formes de vie. Les chercheurs peuvent alors mieux comprendre d'autres événements où l'air a changé, comme au Mésozoïque avec les dinosaures ou lors de crises d'extinction. Enfin, il faut savoir que la surabondance de biomasse d'insectes géants n'était pas sans conséquences sur l'ensemble des cycles terrestres. L'énorme masse de ces animaux, leur consommation, leur digestion et la production de déchets ont contribué au recyclage accéléré d'une partie de la matière organique, au stockage du carbone et à de grandes modifications du paysage. Ce n'est pas un hasard si certaines tourbières fossiles sont particulièrement riches en restes d'exosquelettes d'insectes. L'activité de ces animaux a, en quelque sorte, fertilisé la terre et créé des espaces pour l'évolution des plantes, des champignons et, bien sûr, d'autres animaux. Ce rôle d'ingénieur de l'écosystème n'est pas à négliger. Il a laissé une empreinte géologique qui se mesure encore aujourd'hui. Les adaptations morphologiques, en particulier le renforcement des segments thoraciques, la multiplication des muscles, l'allongement ou l'élargissement des ailes chez les espèces volantes, traduisent une exploitation maximale des avantages qu'offrait une teneur élevée en oxygène. Chez Meganera, par exemple, on trouve des structures de soutien souvent absentes chez les libellules modernes et des systèmes de contrôle du mouvement plus complexes. Cette complexification a été possible grâce à la disponibilité abondante du précieux gaz. On suppose également que, chez certains insectes, la multiplication des stigmates ou l'agrandissement des trachées internes a accompagné l'accroissement du gabarit. Cette tendance n'est plus possible aujourd'hui, car une atmosphère moins chargée en oxygène ne pourrait maintenir ni la physiologie, ni la survie de telles créatures géantes. Il ne faut pas croire que l'oxygène seul est responsable. D'autres facteurs jouent, comme la disponibilité en nourriture, la place écologique occupée et les interactions entre espèces. Mais l'oxygène forme le verrou principal pour tout ce qui concerne la taille maximale. Quand la nature a offert cette fenêtre de possibilités, les insectes l'ont saisie. Mais quand la chance s'est refermée, l'évolution a repris son rythme classique, celui des tailles moyennes ou petites. Certains fossilistes racontent même que, sur les sites de fouilles du Carbonifère, il est possible de ramasser, lors de nettoyages délicats de bancs de charbon fossilisés, des segments d'ailes transparents qui rappellent, par leur taille, celle d'un oiseau. Une fois reconstitués, ces morceaux laissent entrevoir des créatures qui, dans leur environnement marécageux et brumeux, devaient faire une impression unique sur tout animal, petit ou gros, croisant leur route. Cet épisode unique d'expansion du gigantisme chez les insectes démontre donc la plasticité colossale de la vie, capable de s'adapter à tout moment où les contraintes évolutives changent. Pendant quelques 60 millions d'années, l'équilibre de la vie pencha du côté de ces géants. Puis doucement, avec la baisse de l'oxygène, la course à l'immense rétrécit. Mais les traces que ces animaux gigantesques ont laissées dans les sédiments du monde entier, comme des témoins silencieux d'une ère où l'oxygène régnait, restent parmi les plus fascinantes découvertes de la paléontologie moderne. Dans tout cet environnement dominé par des insectes géants, la question se pose naturellement.
Comment les premiers vertébrés terrestres arrivaient-ils à survivre et même à évoluer au sein de ces écosystèmes si particuliers? Les débuts de la conquête de la terre ferme par les vertébrés représentent une des étapes majeures de l'histoire de la vie, mais il ne faut pas oublier dans quel contexte ils ont dû s'adapter. À la fin du Carbonifère, surtout quand l'oxygène atmosphérique planait autour de 35%, les amphibiens et les premiers tétrapodes faisaient partie d'une faune où le gigantisme des arthropodes terrestres posait des défis inédits. Les premiers vertébrés terrestres n'avaient rien de la puissance d'un crocodile ou d'un gros lézard moderne. Leur morphologie était très modeste. Beaucoup ressemblaient à des salamandres trapus ou à des lézards courts sur pattes. Leur masse corporelle dépassait rarement quelques kilogrammes. Certains des plus petits ne faisaient que 20 cm de long, et même les plus grands atteignaient au maximum 1 ou 2 mètres, mais avec une silhouette plutôt aplatie et une démarche lente. Leur système respiratoire, qui avait évolué à partir de poissons pulmonés, n'était pas encore optimisé pour supporter des efforts trop longs loin de l'eau, ni pour courir ou chasser dans les milieux les plus secs. La majorité utilisait encore leurs branchies à certains stades de développement, notamment durant leur vie larvaire, comme c'est encore le cas chez les amphibiens actuels. Pour respirer hors de l'eau, ils possédaient des poumons rudimentaires, des sortes de poches simples qui n'offraient pas tout le rendement nécessaire à un organisme vivant dans un air saturé d'oxygène, mais paradoxalement aussi très sec et sujet à des variations rapides de température. Face à la mégafaune d'insectes, ces vertébrés étaient désavantagés sur plusieurs plans. D'abord, la compétition pour la nourriture pouvait être rude, puisque les insectes géants occupaient toutes les niches écologiques du sol forestier, dévorant plantes, champignons, petits animaux morts, et même parfois se livrant à des actes de prédation agressive sur d'autres arthropodes et sur des œufs de vertébrés. Pour les jeunes amphibiens ou reptiles fraîchement sortis de l'eau, trouver à manger signifiait se mesurer à des proies capables de se défendre violemment ou, au contraire, à passer inaperçus dans des tapis de feuilles et de mousse surchargés d'adversaires potentiels. La prédation, justement, était une réalité permanente. Les insectes géants n'étaient pas tous herbivores. On sait aujourd'hui que certains, comme Meganera à l'état adulte, étaient de remarquables prédateurs, capables de fondre sur des petits animaux en vol ou au sol, mâchoires acérées et griffes robustes en avant. Les mille-pattes, eux, pouvaient aussi s'en prendre aux œufs ou même aux jeunes vertébrés sortant de leur abri. Cette pression obligeait les premiers vertébrés à mettre en place de véritables stratégies d'évitement. Beaucoup d'entre eux gardèrent d'ailleurs une vie discrète, surtout nocturne ou crépusculaire, pour limiter les risques de mauvaises rencontres avec de gros arthropodes. Certains devaient se cacher dans la litière du sol, dans les crevasses, sous les souches, ou même directement dans les eaux stagnantes dès que la menace était trop grande. Le camouflage et la fuite restèrent des comportements privilégiés. Sur le plan physiologique, les poumons de ces animaux étaient encore très rudimentaires. Le rôle du skin, c'est-à-dire l'échange gazeux par la peau, restait important, mais avec en face le risque de dessèchement dès qu'ils s'aventuraient loin de l'eau. La peau des amphibiens devait donc rester humide pour assurer les échanges, l'empêchant en même temps d'explorer des milieux trop secs ou de passer trop de temps à l'air libre. Cette contrainte réduit drastiquement les endroits explorables pour échapper aux dangers terrestres. Le métabolisme de ces premiers vertébrés était relativement lent, surtout comparé à celui des oiseaux ou mammifères qui apparaîtront plus tard. Ce métabolisme de type poikilotherme, c'est-à-dire celui où la température du corps dépend du milieu extérieur, limitait la capacité de ces animaux à fuir rapidement ou à soutenir une activité physique prolongée. Ils devaient donc compter sur des attaques éclairs, des embuscades ou tout simplement sur l'immobilité pour passer inaperçus auprès des possibles prédateurs insectes ou autres amphibiens et reptiles de la région. Il faut aussi prendre en compte les besoins alimentaires. La présence de tant d'insectes géants à carapace épaisse ou blindée forçait les carnivores à développer soit une bouche large pour avaler des proies entières, soit des dents plus pointues pour percer la cuirasse, soit un comportement opportuniste pour cibler les larves, beaucoup moins dures et rigides que les adultes. En parallèle, ceux qui mangèrent des plantes devaient ruser pour consommer des pousses tendres, car la majorité de la végétation était, elle aussi, assez coriace et bien protégée grâce à des tissus lignifiés et à des toxines anti-herbivores, phénomène déjà répandu à l'époque. Cette époque voit aussi émerger l'apparition timide de certains caractères adaptatifs, comme des écailles, plus marquées sur la peau, capables de limiter un peu la perte d'eau, mais sans jamais arriver à la performance des reptiles plus tardifs. Certaines lignées commencent lustement à réduire leur dépendance à l'eau libre, ce qui sera fondamental pour leur multiplication future.
Elles exploitent des niches pionnières, comme le bord des marécages ou les espaces sous les débris végétaux, pour échapper à la concurrence insoutenable des insectes et des autres invertébrés. Malgré tout, il faut reconnaître que, face au gigantisme généralisé, les vertébrés restent minoritaires dans la biomasse terrestre du Carbonifère. À ce stade, l'impact du taux d'oxygène n'est pas direct sur la physiologie des premiers tétrapodes, puisque leurs poumons n'étaient pas encore suffisamment évolués pour exploiter complètement cet air si riche. En revanche, ce taux élevé favorisait la vie des insectes, et donc modifiait de façon indirecte la disponibilité des ressources, les règles de la compétition et les pressions de prédation. Les amphibiens, qui pouvaient échapper à la prédation par camouflage, immobilité ou fuite vers l'eau, bénéficiaient d'un léger avantage, mais très vite, ceux qui arrivaient à innover sur le plan respiratoire ou comportemental allaient mieux s'en sortir. Il est probable que, face à la menace permanente, une sélection s'exerçait déjà sur des capacités naïves d'endurance et de récupération après l'effort, premières étapes vers une physiologie plus performante. Chez les vertébrés les plus évolués, certains signes avant-coureurs d'adaptation physiologique commencent à s'établir, comme l'apparition de narines internes permettant la respiration avec la bouche fermée, ou encore, chez certains groupes, une vascularisation accrue des poumons ou des tissus cutanés. Ce sont de petits progrès, mais cumulés. Ils poseront les bases de percées évolutives majeures pour les millions d'années suivantes. Les os des membres, par exemple, montrent déjà des changements de structure qui traduisent un mode de vie de plus en plus terrestre. Renforcement des attaches pour supporter le poids en dehors de l'eau, modification de la position des membres pour avancer plus efficacement sur le sol recouvert de végétation dense et de débris. Au niveau du développement, l'œuf représente un point critique. Au Carbonifère, la plupart des premiers tétrapodes pondent encore des œufs sans coquille, vulnérables au dessèchement et aux prédateurs. La pression imposée par les arthropodes géants a sans doute contribué au développement progressif d'œufs à coquilles rigides chez les tout premiers reptiles, ce qui leur a donné à terme la possibilité de poser leurs œufs dans des milieux plus secs et de coloniser d'autres niches jusque-là inaccessibles. Là aussi, la nécessité de protéger la descendance des agressions et des variations du microclimat s'ajoute aux sélections imposées par les conditions de l'air. Les interactions entre jeunes vertébrés et arthropodes sont aussi bien documentées à travers les traces fossiles. On retrouve parfois dans les sédiments des traces de morsures sur de petits os ou des fragments de carapaces d'insectes à proximité d'amas d'œufs ou de restes de larves de tétrapodes. Cela montre un va-et-vient constant entre prédation, opportunisme alimentaire et compétition acharnée. Pour les jeunes, l'existence était semée d'embûches à chaque étape du développement, de la ponte à l'éclosion, puis de la vie larvaire à la conquête des berges, avec en permanence la menace de se faire happer par une patte griffue ou un crochet d'insecte. Sur le plan de la locomotion, les contraintes mécaniques imposées par la taille et la puissance des arthropodes intervenaient même dans l'usage de l'espace. Les jeunes vertébrés privilégiaient les micro-habitats moins accessibles aux grands insectes, replis de boue, racines, interstices de la litière végétale. Certains démontrent même des adaptations à la grimpette ou à la nage pour esquiver les dangers du sol. Les membres deviennent ainsi graduellement plus robustes et mobiles, posant un jalon essentiel pour la diversification des formes terrestres ultérieures. Hormis la fuite et le refuge dans les zones humides ou souterraines, certains comportements sociaux rudimentaires ont pu émerger, comme le fait que des jeunes restaient groupés dans les premiers temps après la métamorphose pour réduire le risque de prédation, ou que les adultes choisissaient les sites de ponte les mieux protégés. Ce n'est pas encore de la coopération évoluée comme on la verra plus tard chez d'autres groupes, mais cela traduit une pression écologique forte sur l'organisation du vivant. Les données sur la dispersion des espèces montrent aussi que la plupart des tétrapodes du Carbonifère étaient très localisés, avec des aires de répartition restreintes, sans doute à cause de la difficulté de franchir les zones trop exposées à la prédation arthropode. Cette fragmentation a freiné leur évolution rapide, mais a aussi permis l'existence de poches d'espèces très spécialisées qui, dans certains cas, donneront ultérieurement naissance à des lignées pionnières en matière de résistance à la sécheresse, d'indépendance par rapport à l'eau ou de croissance rapide. À force de petits pas, au fil des générations, les adaptations s'accumulent. Certains amplifient la respiration pulmonaire, d'autres développent des cuticules plus épaisses, certains modifient la forme ou la texture de leur peau. Face à la concurrence et à la prédation imposée par les arthropodes géants, c'est une lente marche vers la diversification qui s'engage. On voit apparaître les toutes premières différenciations entre groupes qui deviendront plus tard des reptiles vrais, tandis que d'autres restent sur la voie amphibien.
Le souffle de l'évolution sera permanent, mais toujours sous la contrainte de ce décor où les insectes géants fixent la barre très haut. Enfin, la répartition des espèces en fonction du microclimat et des ressources laisse penser qu'un bricolage permanent avait lieu pour sortir du carcan imposé par le gigantisme arthropode. Les archives fossiles, les analyses isotopiques et les comparaisons anatomiques entre espèces contemporaines et fossiles convergent vers ce constat. À cette période unique, la pression écologique n'a jamais été aussi intense pour les vertébrés venant de quitter l'eau. C'est ce contexte précis, exceptionnel à tant d'égards, qui va ensuite crucial dans l'émergence d'innovations majeures dans la respiration, la reproduction, l'anatomie et le comportement des animaux terrestres. L'histoire de ces premiers vertébrés terrestres est donc indissociable du règne temporaire, mais intense, des arthropodes géants, et c'est bien là que la dynamique de l'évolution a trouvé le terreau pour multiplier les formes et stratégies qui façonneront toute la suite de la vie terrestre. Cette lente poussée évolutive, poussée par la compétition et les contraintes imposées par les arthropodes géants, a fini par transformer non seulement la morphologie, mais aussi le mode de vie de toute une série d'animaux, des amphibiens jusqu'aux premiers reptiles. À cette étape où le décor terrestre est rythmé par un excès d'oxygène dans l'air, les conséquences de cette super-oxygénation sur l'évolution des animaux terrestres vont au-delà de la taille et de la simple respiration. Cet environnement, où l'oxygène atteint près de 35%, a bouleversé le fonctionnement de la vie, modifiant aussi bien la chimie cellulaire que les stratégies de reproduction, la dynamique des familles animales et même l'équilibre global des écosystèmes. Tout d'abord, l'oxygène en très grande quantité a servi de carburant à l'activité métabolique. Chez les animaux, lorsque la capacité à absorber plus d'oxygène augmente, on observe une montée en puissance de certaines fonctions organiques. Les espèces dotées d'une extraction rapide de l'oxygène ont pu développer des comportements plus actifs, mouvements plus intenses, chasse prolongée, croissance accélérée. Cette énergie supplémentaire était un avantage pour les espèces qui parvenaient à en profiter, leur donnant accès à des ressources meilleures ou leur permettant d'occuper des niches nouvelles. On pense par exemple à l'émergence de premiers vertébrés carnivores terrestres capables de traquer leur proie de manière plus soutenue ou de parcourir de longues distances à la recherche de lieux de reproduction, profitant d'un réservoir d'énergie accru. En même temps, cet excès d'oxygène ne profitait pas à tout le monde de la même façon. La vie cellulaire devait composer avec le phénomène du stress oxydatif. Plus d'oxygène dans l'environnement signifie plus d'espèces réactives de l'oxygène, des molécules qui peuvent, lorsqu'elles sont présentes en trop grande quantité, attaquer les composants cellulaires comme l'ADN, les lipides ou les protéines. Cette situation impose aux animaux le développement de systèmes de défense chimiques. L'évolution de nombreuses enzymes antioxydantes, des mécanismes de réparation de l'ADN plus efficaces et parfois même la production de pigments ou de protéines capables d'absorber les radicaux libres. On observe ainsi l'apparition dans l'arbre évolutif d'une tendance à la multiplication de gènes responsables de la gestion de ce stress oxydatif. Certaines lignées ayant mieux su exploiter ces innovations se sont répandues, d'autres ont décliné. Les groupes incapables de faire face à la nouvelle pression imposée par un milieu chargé en oxygène disparaissent à mesure que l'environnement devient plus exigeant. Le surplus d'oxygène a aussi changé la donne pour toute la mécanique de la croissance animale. Chez certains, il a permis la colonisation rapide du sol par des individus plus grands, plus élancés, avec des muscles plus puissants. Chez les insectes, on a vu des tailles exceptionnelles permettre l'exploration de régions, de niches et de ressources inaccessibles jusqu'alors. Cela a modifié la structure des communautés animales. La chaîne alimentaire s'allonge, les interactions se diversifient, le nombre de compétiteurs et de proies augmente nettement. Il y a un accroissement général de la biodiversité et cette complexification de la vie terrestre se répercute sur les cycles des écosystèmes, notamment sur la façon dont l'énergie est répartie entre les différents niveaux trophiques. Mais tout excès comporte aussi des inconvénients. L'un des plus marquants de cette époque, c'est la multiplication des incendies de forêt. Un air saturé d'oxygène rend la matière végétale beaucoup plus inflammable. Il suffisait d'un éclair ou de l'échauffement naturel de certains matériaux pour provoquer des feux titanesques, capables de ravager des hectares de forêt en très peu de temps. Ces feux agissaient eux aussi comme moteurs d'évolution. D'un côté, ils forçaient les animaux terrestres à inventer des comportements de fuite, de résistance ou de régénération rapide. De l'autre, ils limitaient le développement de forêts trop denses et participaient à l'équilibre des paysages. Certains animaux, mais aussi quelques végétaux, se sont adaptés à résister ou à tirer parti de ces cycles. Gaines de protection, capacité à fuir rapidement, repousse facilitée après incendie.
cela a largement influencé la dynamique des populations animales et végétales. Il faut aussi signaler un autre point essentiel, la réorganisation profonde de la reproduction. Pour faire face à un environnement en constante évolution, où la compétition et le danger étaient omniprésents, où les feux changeaient fréquemment le paysage, les animaux ont progressivement modifié leur cycle de vie. On a assisté à l'apparition des premiers œufs à coquilles rigides, innovation majeure pour les reptiles émergents, qui leur permettait de s'affranchir de la dépendance stricte à l'eau pour la reproduction. Ce progrès a ouvert la voie à la colonisation de milieux plus secs et plus variés, à limiter la prédation aquatique et à favoriser la diversification des descendants. Il s'agissait d'une réponse directe à la pression écologique générale, accentuée par la configuration d'un air hautement oxygéné. On observe aussi cette influence de la superoxygénation dans la structuration spatiale des communautés animales. Les animaux dotés d'un métabolisme rapide et d'une capacité de reproduction plus efficace ont pu coloniser de nouvelles zones, supplantant parfois des espèces moins aptes, ou leur imposant de se cantonner à des micro-environnements résiduels. Cela a accentué la spécialisation de certaines lignées, a créé des isolats évolutifs où la pression de sélection fluctuait en fonction du taux d'oxygène local, de l'accessibilité aux ressources ou de la fréquence des perturbations comme les feux. Certaines espèces deviennent ainsi plus rares, d'autres explosent en nombre et en diversité. Cette dynamique s'imprime dans le registre fossile sous la forme de pics soudains de diversité suivis de périodes de recul, phénomène accentué par la variabilité naturelle de l'atmosphère et du climat. La capacité à traiter ou supporter de hautes concentrations d'oxygène a également eu un rôle dans la nature des échanges entre espèces. Les grands prédateurs ont pu développer des techniques de chasse plus dynamiques. Les proies, elles, ont dû innover en matière de fuite, de camouflage ou de stratégie collective de défense. L'énergie rendue disponible par l'oxygène alimente toutes les sphères du comportement animal, qu'il s'agisse de la locomotion, du développement des muscles pour creuser, grimper, voler, ou encore de la mise en œuvre de cycles de migration ou de reproduction synchronisée avec les saisons. Ce foisonnement d'adaptation n'est possible que parce que chaque innovation physiologique rebat les cartes du jeu écologique, créant de nouveaux équilibres temporaires, provoquant tour à tour l'ascension ou le déclin d'un groupe animal. Parfois, cela conduit à une explosion de diversité dans un milieu. Ailleurs, au contraire, un groupe devient si efficace qu'il domine tout jusqu'à la prochaine perturbation. Ce balancier permanent, dont le rythme s'accélère pendant les phases de suroxygénation, a littéralement transformé l'aspect et l'organisation de la vie terrestre pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Chez les vertébrés, l'effet de cette abondance d'oxygène prépare le terrain pour de grandes innovations ultérieures. L'évolution va peu à peu sélectionner et raffiner des systèmes respiratoires plus efficients, augmentation de la surface d'échange des poumons, diversification de la texture et de la structure des organes internes, développement de réseaux vasculaires plus denses. Ces améliorations permettent d'absorber et d'utiliser l'oxygène de façon plus efficace, donnant ainsi un coup d'accélérateur à la croissance, à la mobilité et à la conquête de nouveaux habitats. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu des millions d'années de tâtonnement pour que les poumons des reptiles, puis plus tard des mammifères et des oiseaux, atteignent le degré de performance que l'on connaît. L'étude génétique contemporaine montre que de nombreuses familles d'enzymes antioxydantes et d'autres mécanismes de défense cellulaire se sont diversifiés pendant ces phases de forte oxygénation. On retrouve même, dans le génome de certaines lignées modernes, les traces de ces anciens combats biochimiques contre le stress oxydant. Cette mémoire évolutive explique pourquoi certains groupes supportent aujourd'hui mieux que d'autres les variations de composition de l'air, les périodes de sécheresse extrême ou les coups de chaud écologiques. Ce chapitre de la vie terrestre prouve aussi que les phases de superoxygénation favorisent l'expérimentation évolutive. Des lignées apparaissent, testent de nouvelles architectures corporelles, adoptent ou abandonnent rapidement certaines stratégies selon que leur efficacité est validée par la sélection naturelle. Ainsi, certains groupes d'arthropodes choisissent le gigantisme, d'autres la spécialisation alimentaire ou un mode de vie discret et nocturne. Cette course à l'adaptation provoque une diversification à grande échelle des formes de vie, qui se lie encore dans la mosaïque des fossiles du Carbonifère et du Permien. En contrepartie, il
il existe aussi des contraintes mécaniques et comportementales. La croissance de la taille corporelle rencontre des limites. À partir d'un certain gabarit, il devient difficile de se déplacer entre la végétation dense, d'échapper rapidement au feu ou aux prédateurs, ou tout simplement de se nourrir assez efficacement sans s'exposer au risque de prédation. L'excès d'oxygène force donc les animaux à tester non seulement la course vers la taille, mais aussi tout un panel de stratégies de flexibilité dans la fonction corporelle et sociale. Ce que l'on remarque, c'est une véritable transformation des relations, pas seulement entre proie et prédateur, mais aussi au sein de la reproduction, du rythme de vie, de la façon de structurer les communautés animales. Des espèces profitent de l'environnement favorable pour accélérer leur reproduction et multiplier leur descendance. D'autres ralentissent leur métabolisme ou entrent dans des cycles d'activité et de repos plus marqués, tentant de minimiser les dommages collatéraux dus à l'oxygène excédentaire et au risque d'incendie. Cette pluralité de réponses rend l'écosystème complexe, polymorphe, presque imprévisible d'une année ou d'un siècle à l'autre, particulièrement en réponse aux changements climatiques récursifs de l'époque. Même du côté végétal, la pression imposée par la faune terrestre sous superoxygénation rejaillit sur les stratégies de défense et d'adaptation. Les plantes développent des tissus plus résistants, des toxines, des moyens de dissémination accélérés. Cela influence, en retour, les animaux herbivores et tout le reste de la pyramide alimentaire, dans une boucle de rétroaction qui stimule la diversification rapide de toute la biosphère. En recoupant toutes ces observations, on comprend que la superoxygénation n'a pas simplement gonflé la taille de certains groupes, mais a modifié en profondeur l'évolution terrestre par une pression sélective intense et multiple. Sur le long terme, cette pression a par ricochet ouvert la voie à la domination progressive des vertébrés dans certains milieux, à la création de nouvelles niches écologiques et à l'apparition de mécanismes de survie et d'innovation qui façonnent encore la vie contemporaine. Ce phénomène unique dans l'histoire planétaire nous éclaire sur la manière dont le simple taux d'un gaz apparemment banal comme l'oxygène peut perturber toute la dynamique biologique, de l'intérieur de la cellule jusqu'à l'organisation générale des communautés, et jusque sur les équilibres climatiques eux-mêmes. Ce point de bascule dans l'évolution montre bien que rien n'est acquis, que chaque pression du milieu, en l'occurrence la surabondance d'oxygène, déclenche une cascade d'effets biologiques et écologiques, propulsant le vivant vers de nouveaux défis ou vers de nouvelles solutions. Ce sont ces innombrables ajustements sur des millions d'années qui composent la trame de la grande histoire des animaux terrestres et de l'équilibre mouvant de la vie sur notre planète. Quand on observe toute cette période dynamique marquée par la flambée de l'oxygène, la multiplication des adaptations et le renouvellement permanent des équilibres dans la vie terrestre, il devient incontournable de s'arrêter à ce moment de bascule qui arrive à la fin du Permien. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'une transition atmosphérique brutale a scellé une des pages les plus dramatiques de l'histoire de la biosphère. Ce basculement n'a pas juste concerné la quantité d'oxygène dans l'air, il a mis à l'épreuve toutes les capacités d'adaptation que la vie avait lentement accumulées pendant plusieurs dizaines de millions d'années, jusqu'à plonger la planète dans la plus grande crise d'extinction de tous les temps. À la toute fin du Permien, il y a environ 252 millions d'années, la Terre n'est plus celle du Carbonifère. Le climat est devenu instable. Les continents se sont rassemblés pour former le supercontinent Pangée, les mers intérieures s'assèchent et les déserts s'étendent. Mais ce sont surtout les variations extrêmes de l'atmosphère qui frappent le plus les chercheurs. En seulement quelques millions d'années, les niveaux d'oxygène vont chuter de manière spectaculaire, passant d'un sommet autour de 30% à des valeurs aussi basses que 15%. Peut-être même moins dans certaines régions. Pour donner un ordre de grandeur, l'air que nous respirons aujourd'hui contient environ 21% d'oxygène. Au cœur du Permien terminal, le taux est donc tombé à moins de la moitié de ce qu'il était lors des pics du Carbonifère. Les causes de cette chute fulgurante se combinent et rendent l'histoire complexe. On sait que la formation accrue de la Pangée a réduit la surface de marécages riches en végétation qui piégeait le carbone et libérait de l'oxygène, ralentissant ainsi la production de biomasse. La tectonique des plaques a modifié les courants océaniques, perturbé la distribution de la chaleur, desséché des bassins continentaux et augmenté la fragmentation des habitats.
De plus, une activité volcanique colossale dans la région de la future Sibérie a secoué l'atmosphère. Ces éruptions massives ont libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone, de méthane et d'autres gaz à effet de serre, provoquant un changement climatique rapide. À mesure que le carbone s'accumule dans l'air, la température monte, le niveau des mers fluctue et les systèmes écologiques sont bousculés. Avec la réduction de la végétation terrestre et l'augmentation rapide de la chaleur, la capacité des plantes à absorber le dioxyde de carbone et à produire de l'oxygène a chuté de façon drastique. Les écosystèmes ont été privés de leur principale source d'oxygène, la photosynthèse. L'avalanche de matières organiques mortes, provoquée par ces bouleversements, n'a pas pu se décomposer efficacement à cause du manque d'oxygène dans l'air et l'eau. Cela a créé des zones mortes, appauvries en vie, où les cycles de recyclage biologique étaient à l'arrêt. Cette série d'événements s'est traduite dans la biosphère par une crise d'extinction sans précédent. On estime qu'environ 95% des espèces marines et plus de 70% des espèces terrestres ont disparu au passage du Permien au Trias. C'est la Grande Mort, la plus vaste extinction massive connue. Dans ce contexte asphyxiant, la majorité des organismes qui avaient évolué sous la protection d'une haute concentration d'oxygène se sont révélés incapables de supporter une atmosphère si pauvre. La chute de l'oxygène a eu un effet sélectif radical. Les stratégies physiologiques qui fonctionnaient dans l'abondance se sont révélées inadaptées. Les animaux au métabolisme les plus rapides, ceux qui avaient profité de l'hyperoxygénation pour grandir plus vite, se déplacer plus loin ou consommer plus d'énergie, ont soudainement trouvé leurs propres limites. Pour survivre dans cette nouvelle ambiance raréfiée, il fallait être capable de tirer parti du peu d'oxygène disponible. Les espèces qui disposaient par hasard ou par adaptation préalable de systèmes respiratoires plus efficaces ont vu leurs chances de survie augmenter. Parmi les vertébrés terrestres, les reptiles mammaliens ou synapsides, certains amphibiens non spécialisés et les ancêtres de nos premiers reptiles modernes sont parvenus à franchir ce gouffre évolutif. Leur avantage n'était pas forcément la force brute ou la taille, mais plutôt une gestion plus parcimonieuse de l'énergie, des échanges gazeux plus performants et une tolérance aux fluctuations climatiques et atmosphériques. L'évolution a alors trié sans pitié les lignées. Dans le monde marin, la plupart des formes de vie complexes, habituées à un fort taux d'oxygène dissous, ne peuvent pas s'adapter et périssent. Coraux, brachiopodes, trilobites et de nombreux groupes de mollusques disparaissent ou se raréfient. À terre, l'appauvrissement général de l'atmosphère s'est traduit par un effondrement brutal des écosystèmes forestiers. Les forêts de lycopodes géants, spécifiques du Carbonifère et qui avaient participé à la création de conditions super-oxygénées, disparaissent presque totalement. Les prêles et certaines fougères résistent mieux, mais voient leur surface se réduire considérablement. La fragmentation des communautés végétales ne laisse plus de place aux insectes géants. Sans un fort taux d'oxygène pour alimenter leur physiologie, ces arthropodes titanesques sont condamnés. Leur système respiratoire n'est plus assez puissant pour eux. Les fossiles montrent que la taille des insectes chute brutalement à la transition Permien-Trias et les formes géantes s'éteignent. Même scénario pour de nombreux vertébrés qui n'avaient pas encore développé des poumons performants ou des stratégies efficaces de gestion de l'énergie. Cette crise a entraîné des changements visibles dans la morphologie et les comportements des espèces qui survivent. Les animaux deviennent plus petits, plus économes en énergie, mieux adaptés à des environnements abrasifs et fluctuants. Les poumons des reptiles deviennent plus compartimentés pour mieux extraire l'oxygène à chaque respiration. En parallèle, les œufs terrestres adoptent des structures adaptées à une gestation dans des climats moins stables et avec moins d'humidité et de protection naturelle. Chez les premiers ancêtres des mammifères, une tendance à une vie nocturne et des cycles d'activité réduits pourraient avoir permis de limiter les besoins d'oxygène durant ces phases critiques. En mer, les conséquences sont tout aussi spectaculaires. Privés d'oxygène, de vastes fonds océaniques se transforment en zones mortes, sans faune complexe. La raréfaction de l'oxygène dissous empêche la vie de revenir rapidement. Il faut attendre plusieurs millions d'années avant que les systèmes marins redeviennent diversifiés et productifs. Cette période de retraite de la vie laissera un paysage transformé où seules les formes de vie les plus robustes ou opportunistes s'installent. La transition du Permien au Trias fonctionne alors comme une gigantesque passoire évolutive. Ce ne sont pas forcément les espèces les plus performantes en période d'abondance qui survivent, mais celles qui possèdent les meilleures capacités à se passer d'oxygène ou à se contenter de peu.
Cet épisode conditionnera tout le développement ultérieur du vivant. Les lignées capables de tirer parti de l'ère pauvre d'alors évolueront rapidement pour occuper les niches laissées vacantes, posant les bases des premières vraies radiations évolutives des reptiles modernes, puis plus tard des premiers dinosaures. Certains petits prédateurs souterrains, quelques insectes résistants, des amphibiens adaptés à des mares éphémères et des reptiles pionniers réussiront à exploiter la nouvelle mosaïque de micro-habitats. Entre la fin du Permien et le début du Trias, le climat reste chaotique. Les variations de température et d'humidité sont extrêmes. L'alternance entre longues périodes de sécheresse, tempêtes brutales, éruptions volcaniques et remaniement des chaînes montagneuses fait que la récupération écologique est lente, très incomplète. La pression évolutive reste forte. Chaque espèce qui persiste doit continuellement ajuster ses stratégies de reproduction, ses cycles d'activité, son alimentation et parfois même sa forme corporelle. Les survivants de ces épreuves, ce sont eux qui vont transmettre de nouvelles capacités à leurs descendants, ceux qui deviendront bien plus tard les reptiles, mammifères, oiseaux et autres grandes lignées de vertébrés modernes. Un des aspects les plus fascinants de cette transition est qu'elle a obligé les animaux à réinventer leurs mécanismes respiratoires. Certains groupes développent des poumons plus efficaces, d'autres changent la structure de leur circulation sanguine pour capter plus vite et mieux l'oxygène. La sélection naturelle, devenue brutale lors de la crise du Permien, a réduit drastiquement la diversité, mais enrichi la qualité adaptative des espèces restantes. Les reptiles, par exemple, commencent à montrer une autonomie respiratoire incomparable par rapport à leurs ancêtres amphibies, plus dépendants de l'eau et de l'humidité. Les innovations au sein des systèmes pulmonaires et vasculaires de nombreux groupes préparent le terrain à l'explosion évolutive du Trias, où émergent les premiers vrais reptiles actifs, puis les dinosaures dans les millions d'années suivantes. Les traces de cette transition atmosphérique se lisent partout, dans la composition des roches, dans les taux d'isotopes du carbone et de l'oxygène, dans les caractères des fossiles et jusque dans les gènes de certaines lignées modernes qui gardent la mémoire de cette époque. Le passage brutal d'une atmosphère saturée d'oxygène à un monde raréfié impose une mémoire évolutive, dont les influences se ressentent encore aujourd'hui dans la tolérance de certaines espèces à la sécheresse, à l'hypoxie ou à la chaleur extrême. Tout ce scénario bouleversant n'a pas été uniforme sur toute la planète. Dans certains endroits, des refuges ont permis la sauvegarde de petits groupes qui allaient ensuite rediversifier la faune. Dans les régions équatoriales, les niches restaient plus stables, favorisant la survie d'espèces pionnières. À l'inverse, dans les secteurs touchés par les plus fortes éruptions volcaniques ou les sécheresses prolongées, les extinctions étaient quasi totales. En conclusion, la transition atmosphérique à la fin du Permien n'a pas seulement réduit la diversité de la vie terrestre et marine, elle a réécrit les règles de l'adaptation, forçant tous les organismes à revoir, accélérer ou abandonner des stratégies élaborées pendant l'époque superoxygénée. La capacité à survivre dans l'air rare allait devenir l'un des plus grands leviers de l'évolution future, expliquant pourquoi de nombreux descendants directs des rescapés du Permien montreront des innovations physiologiques et reproductives inédites. Cette crise joue un rôle fondamental dans la structuration de la vie qui domine ensuite l'ère mésozoïque. Le choc de la rareté brutale d'oxygène associé à l'ampleur de la crise écologique et à la vitesse des changements met en lumière la très grande dépendance des êtres vivants aux conditions de leur atmosphère. Ce n'est qu'après une longue reconstruction que la planète retrouvera des écosystèmes terrestres et marins diversifiés, portés par l'inventivité de ces rares survivants ayant su s'adapter aux pires conditions rencontrées depuis les origines de la vie multicellulaire. Quand la planète commence à se reconstruire après ce bouleversement exceptionnel, la question de la respiration devient une priorité pour toutes les lignées d'animaux terrestres rescapés. L'atmosphère, beaucoup plus pauvre en oxygène, impose une pression constante sur l'ensemble des processus physiologiques vitaux. C'est précisément dans cet environnement post-crise que se joue l'une des révolutions discrètes mais capitales de l'évolution, le perfectionnement des systèmes respiratoires chez les vertébrés. Ce changement n'est ni soudain ni uniforme, il s'étale sur des millions d'années et va transformer à la fois la morphologie et la manière de vivre de la plupart des animaux terrestres. À cette période, la compétition pour l'oxygène n'est plus un simple enjeu pour les insectes géants ou les reptiles massifs. Elle est facteur de différenciation entre ceux qui parviennent à exploiter le peu de gaz disponible et ceux qui stagnent ou déclinent. On observe, dans les lignées de vertébrés qui traversent la crise puis commencent à rediversifier les milieux terrestres, une série d'innovations qui concernent directement la façon dont l'oxygène est absorbé, transporté et utilisé dans le corps.
Les premiers à s'imposer sont souvent ceux qui disposent d'une organisation anatomique plus sophistiquée du point de vue respiratoire. Dès la fin du Permien, puis surtout tout au long du Mésozoïque, les descendants des survivants de la crise développent des poumons plus larges, divisés en chambres multiples, parfois dotés de replis internes qui augmentent leur surface d'échange. On peut prendre comme exemple flagrant le cas des ancêtres des mammifères. Ce groupe commence à s'individualiser progressivement au Trias, il y a environ 220 à 200 millions d'années, alors que leurs ancêtres étaient probablement limités par des poumons relativement simples et peu efficaces. Les nouveaux groupes synapsides développent des poumons plus compartimentés, capables d'absorber davantage d'oxygène à chaque inspiration. Cela se traduit à la fois par des changements dans le squelette thoracique, qui devient plus mobile, mais aussi par une adaptation du diaphragme, un muscle qui permet actuellement chez nos propres espèces de rythmer la respiration. Ces changements ont pour but d'optimiser le moindre souffle, d'écarter au maximum la marge d'erreur qui pouvait séparer la survie de l'épuisement en période de manque chronique d'oxygène. Le même genre de transformation se retrouve chez les ancêtres des oiseaux, un autre groupe issu des archosauriens. Pour faire face à des défis de faible oxygénation, ce groupe a développé des poumons tubulaires d'un genre encore plus élaboré. Contrairement à la plupart des reptiles actuels et même à de nombreux mammifères, où l'air circule principalement par inhalation et expiration dans une cavité unique, le système des oiseaux fonctionne presque comme un circuit à sens unique. L'air passe dans les poumons sans y faire demi-tour, assurant une extraction d'oxygène continue et très efficace. Cela permet non seulement d'alimenter des muscles très demandeurs lors du vol, mais aussi de vivre dans des environnements pauvres en oxygène, comme en altitude, ou dans des milieux chauds et secs où l'air contient moins de gaz vital. Ce perfectionnement n'est pas qu'anatomique. Il s'accompagne d'une refonte complète de la biologie cellulaire, des échanges sanguins et même du comportement. Le sang des vertébrés qui prospèrent après la crise du Permien adopte alors des molécules de transport plus performantes, comme des hémoglobines capables de fixer l'oxygène, même quand la pression partielle de ce gaz dans l'air est faible. Cela revient à rendre chaque globule rouge plus intelligent dans sa capacité à capter ce qui est devenu un bien rare. Chez certains groupes, la densité des capillaires augmente, l'irrigation des organes vitaux devient plus fine et la capacité des muscles à tolérer l'effort en absence partielle d'oxygène se développe. On voit poindre les premiers exemples d'organismes doués pour l'endurance, la gestion de l'effort long, par contraste avec la prédominance des comportements explosifs ou très courts de l'époque superoxygénée. Chez les reptiles du Trias et du Jurassique, cette évolution passe par des poumons à septa, sorte de cloisons internes qui divisent l'espace pulmonaire afin d'augmenter la surface de contact air-sang. Ces innovations permettent de mieux capter l'oxygène, d'augmenter la taille corporelle sans perdre en rendement respiratoire et de soutenir un rythme de vie plus actif. On en trouve la trace dans la conception générale du thorax chez les gros reptiles terrestres comme les premiers crocodiliens ou chez leurs cousins qui donneront plus tard les dinosaures. Ce n'est pas un hasard si, après la crise, le gigantisme animal réapparaît, mais cette fois sur des animaux équipés de systèmes pulmonaires beaucoup plus efficaces, mieux adaptés à une oxygénation fluctuante, voire faible. Il faut aussi regarder du côté de la régulation des échanges. Les animaux capables de fermer certains orifices respiratoires ou de ralentir leur production de dioxyde de carbone durant les moments les plus critiques ont mieux résisté aux à-coups climatiques et atmosphériques. L'évolution de systèmes respiratoires flexibles, capables de tolérer à la fois l'activité intense et la période de dormance ou d'économie, apparaît comme un atout de taille dans tous les milieux changeants. Chez certains animaux modernes, comme les tortues ou les lézards désertiques, ce type de plasticité respiratoire a des racines profondes qui remontent exactement à cette période où survivre signifiait s'ajuster à chaque phase de manque ou d'abondance passagère. On peut aussi évoquer la diversification des modes de vie liés à la respiration. Certains groupes misent sur l'endurance, d'autres adoptent la spécialisation pour respirer dans des habitats marginaux, parfois même grâce à des systèmes de ventilation cutanée ou buccale auxiliaire qui viennent compléter la respiration pulmonaire. On découvre que chez certains amphibiens, par exemple, la peau devient un véritable organe d'échange qui fonctionne presque en permanence, même dans des eaux pauvres en oxygène dissous.
La capacité à multiplier les portes d'entrée de l'oxygène procure un avantage évolutif clair, surtout à mesure que les écosystèmes deviennent de plus en plus segmentés et imprévisibles. Ces innovations sont transmises de génération en génération, parfois par sélection directe. Seuls survivent et se reproduisent ceux qui absorbent le mieux l'oxygène, parfois parce qu'elles accompagnent d'autres changements anatomiques ou comportementaux. Sur quelques millions d'années, elles se fixent dans le patrimoine génétique des nouvelles lignées. La descendance des rescapés de la période pauvre en oxygène hérite de poumons surdimensionnés, de muscles ventilateurs renforcés, de molécules de sang ultra-performantes et de comportements adaptés à des rythmes d'activité plus diversifiés. À mesure que la biodiversité revient doucement, les vertébrés qui contrôlent mieux leur respiration investissent des habitats variés. Forêts reconstituées, savanes, zones humides temporaires, bords de lacs et de rivières. Même dans les régions montagneuses ou arides, là où l'oxygène se fait rare et où la température ou l'humidité ne sont pas toujours idéales, ces nouveaux systèmes respiratoires permettent de conquérir des territoires longtemps inaccessibles. Cette transition va d'ailleurs s'accélérer au Mésozoïque. L'essor des dinosaures, la diversification rapide des reptiles marins et le développement de puissants oiseaux terrestres et planeurs en témoignent. Un autre élément important concerne la synchronisation entre respiration et autres grandes fonctions vitales, comme la gestion de la température du corps, le métabolisme, le rythme de reproduction ou même la croissance. L'évolution de poumons plus performants favorise indirectement l'accélération du métabolisme, donc la possibilité d'avoir des cycles de vie plus courts, des croissances rapides et même l'apparition de la viviparité, naissance de jeunes déjà formés, surtout chez de nombreux mammifères plus tardifs. C'est un cercle vertueux. À mesure qu'un animal respire mieux, il peut investir davantage dans sa descendance, se déplacer plus loin, occuper plus d'espace, puis évoluer vers de nouveaux modes de vie. Paradoxalement, au fil des ères, la diversité des systèmes respiratoires va encore s'accroître. Certains vertébrés adaptent leurs poumons à la vie aquatique, développant des structures temporaires ou permanentes pour résister à l'hypoxie, manque d'oxygène. D'autres deviennent capables d'hiberner dans le sol en réduisant leur consommation globale de gaz. Chez les oiseaux, le raffinage du système pulmonaire forme la pierre angulaire de la réussite de leur migration à des altitudes où seuls quelques insectes, et eux, peuvent survivre. Même chez les mammifères marins, comme les cétacés, l'optimisation vient par la capacité à stocker de grandes quantités d'oxygène dans le sang et les muscles pour résister à de longues plongées. Pour résumer, après la grande crise du Permien, la maîtrise de la respiration devient l'enjeu central pour la conquête et la survie dans presque tous les continents et climats. Chaque innovation anatomique ou physiologique, qu'il s'agisse de la forme du thorax, du type de poumon, du choix de l'hémoglobine, de la densité des capillaires ou des comportements liés à la prise d'air, ouvre la porte à des styles de vie nouveaux. Ces adaptations ne disparaissent jamais vraiment. Elles se perfectionnent, se transmettent et forment la base de l'inventivité évolutive qui caractérise tous les grands groupes vertébrés jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons dans les solutions retenues par les ancêtres des reptiles, des oiseaux, des mammifères ou des amphibiens une immense variété d'essais, de réussites et parfois d'échecs. Il ne faut pas oublier que le paysage qui émerge au Mésozoïque, avec ses animaux plus grands, actifs et diversifiés, n'aurait jamais été possible sans cette longue période d'optimisation respiratoire. La trace de ces bouleversements physiologiques est encore présente dans la diversité actuelle des types de respiration, dans les stratégies de tolérance à l'hypoxie et, surtout, dans la capacité d'un grand nombre d'espèces à traverser des changements climatiques violents, à s'adapter à la raréfaction de l'air ou à investir les milieux les plus inattendus de la planète. Finalement, comprendre l'impact de ces millions d'années de sélection sur les systèmes respiratoires nous éclaire sur toute la manière dont la vie s'est diversifiée sur Terre. Toutes les grandes conquêtes écologiques, qu'il s'agisse du vol, de la vie dans les sables, de l'apparition de prédateurs endurants ou d'herbivores massifs, reposent sur cette longue course à l'oxygène, initiée au lendemain de la crise du Permien et gravée jusque dans notre propre histoire évolutive. Ce lent perfectionnement explique pourquoi, aujourd'hui encore, la façon dont nous respirons, suons, grimpons en altitude ou plongeons sous l'eau reste tributaire de cette immense histoire commune. Cette longue adaptation des systèmes respiratoires chez les vertébrés, amorcée après la grande crise du Permien, n'a pas simplement permis la survie dans des environnements pauvres en oxygène ou très variés sur le plan climatique. Elle a aussi posé les bases de l'émergence de la mégafaune qui va peupler la Terre des millions d'années plus tard, particulièrement lors des grandes ères glaciaires du Quaternaire, il y a entre 2 millions et 12 000 ans environ. Dans l'imaginaire collectif,
La mégafaune est représentée par ces animaux emblématiques comme les mammouths laineux, les félins à dents de sabre, les ours des cavernes ou encore les paresseux géants sud-américains. Ce sont des créatures qui, pour la plupart, affichent des masses et des tailles impressionnantes, parfois bien supérieures aux espèces actuelles. Mais ce qui est souvent moins évident, c'est que cette capacité à atteindre des tailles aussi exceptionnelles trouve une part de ses racines dans l'héritage respiratoire forgé au fil des crises passées, et notamment dans l'efficacité pulmonaire et les astuces physiologiques issues de ces millions d'années d'évolution dans des conditions variables d'oxygène. Pour comprendre comment la mégafaune du Pléistocène, c'est-à-dire l'époque des dernières grandes glaciations, a pu prospérer, il faut d'abord revenir sur le contexte atmosphérique de cette période. L'oxygène atmosphérique, après avoir connu de fortes oscillations, s'est stabilisé autour de 21% au maximum durant le Quaternaire. C'est moins que les pics anciens du Carbonifère, mais cela reste suffisant pour permettre à des animaux très volumineux de mener une vie active. La capacité à respirer efficacement, notamment à ventiler des poumons énormes tout en maintenant des besoins énergétiques très élevés, est un atout décisif. Cet atout n'est pas sorti de nulle part. Il trouve son origine dans l'accumulation progressive d'innovations remontant souvent à la fin du Permien et à tout le Mésozoïque. Prenons le cas du mammouth laineux, l'un des plus célèbres représentants de cette ère. Avec une masse pouvant dépasser 6 à 8 tonnes et une taille au garrot de plus de 3 mètres pour certains individus, ce pachyderme devait assimiler de grandes quantités d'oxygène à chaque inspiration, d'autant que son mode de vie dans les steppes froides nécessitait de conserver une température corporelle stable, malgré des hivers pouvant descendre en dessous de moins 50 degrés Celsius. Les fossiles montrent un thorax large et une cage costale robuste, signe de poumons vastes et de muscles respiratoires puissants. L'efficacité de ce système respiratoire est un héritage direct de la longue évolution vers des poumons à grande surface d'échange, capables de maximiser l'apport d'oxygène, même dans une atmosphère pas toujours idéale. Chez les prédateurs, comme le smilodon, ce fameux tigre à dents de sabre, qui pesait facilement entre 200 et 400 kg et traquait de gros herbivores, une respiration performante s'avérait également essentielle. Courir, bondir, maintenir la température de ses muscles avant et après la chasse, tout cela dépendait de la faculté à capter, transporter et utiliser au mieux l'oxygène disponible. Les membres puissants, le cœur volumineux et une vascularisation intense témoignent d'une physiologie conçue pour tirer profit de chaque bouffée d'air, en particulier lors d'efforts courts mais intenses. La mégafaune des zones tempérées et froides du Pléistocène a dû s'acclimater à de grands écarts thermiques. L'un des défis était la raréfaction de l'oxygène liée à l'altitude ou à certaines micro-régions, notamment dans les milieux montagneux ou lors des hivers particulièrement rudes. Pour maintenir leur chaleur, ces animaux élevaient leur métabolisme, ce qui augmentait forcément leurs besoins en oxygène. Mais, là aussi, la plasticité du système cardio-respiratoire, héritée d'ancêtres ayant survécu à des atmosphères moins généreuses, s'est révélée précieuse. Les analyses des eaux retrouvées, notamment au niveau des structures internes permettant le passage des vaisseaux sanguins, traduisent un haut degré d'adaptation à la fois à la gestion de l'oxygène et à la résilience lors de situations de stress climatique. Il n'y a pas que la taille qui importe. Les comportements et modes de vie collectifs ont également pu bénéficier de cet héritage respiratoire. Les mammouths, par exemple, vivaient en groupes familiaux pouvant parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour trouver de la nourriture ou migrer en réponse aux variations saisonnières. Cette endurance, tout comme la capacité des rennes, des chevaux préhistoriques ou des bisons ancestraux à suivre les cycles de la steppe, dépend de la puissance musculaire et de l'efficacité de la respiration. Une ventilation continue et des échanges gazeux optimisés étaient indispensables, sans quoi ces animaux auraient été limités à des tailles bien plus modestes. Chez les carnivores, chasser en meute impose aussi une gestion fine de l'effort. Le smilodon devait déployer des pointes de vitesse lors de l'attaque, mais aussi maintenir de longues progressions ou des attentes discrètes. Les adaptations respiratoires héritées ont permis d'allier force explosive et récupération rapide, avec un cœur endurant et une saturation sanguine rapide en oxygène à chaque phase de repos. Chez l'ours des cavernes, qui pouvait dépasser la tonne, la gestion de l'oxygène était également vitale, que ce soit pour l'activité intense ou pour l'hibernation prolongée dans des grottes à l'air parfois appauvri en oxygène. La diversité des adaptations chez la mégafaune du Pléistocène montre à quel point les leçons évolutives tirées des ères précédentes restent inscrites dans les différents groupes.
Certaines lignées, ayant expérimenté des solutions uniques à la rareté d'oxygène ou à la gestion d'efforts extrêmes, ont investi l'ensemble des continents. En Amérique du Nord comme en Eurasie, la faune est marquée par ce double héritage, la taille et la force, mais aussi la capacité à respirer dans les pires conditions, parfois à très haute altitude ou pendant des périodes de jeûne. On constate également, dans le registre fossile, que les espèces dotées de ce type d'adaptation spécifique sont celles qui montrent la plus longue persistance, traversant des cycles glaciaires ou des épisodes de sécheresse extrême avec davantage de résilience. Du côté des herbivores massifs, comme le mégacéros au bois spectaculaire ou les paresseux géants, la gestion de la respiration devient encore plus intéressante dans la mesure où ces animaux consommaient beaucoup de végétation pauvre, nécessitant des systèmes digestifs et donc métaboliques très volumineux et actifs. L'oxygène ne servait pas uniquement à alimenter les muscles. Il était aussi utilisé massivement par la flore microbienne présente dans l'estomac ou les intestins qui participaient à la fermentation des fibres végétales. Les artères et veines autour des organes digestifs étaient extraordinairement développées, démontrant une adaptation indirecte mais profonde à la gestion d'un grand volume d'air inhalé, chauffé et dirigé là où le métabolisme le réclamait. Il est essentiel de rappeler que ce n'est pas l'oxygène qui fait seul la mégafaune, mais bien l'ensemble de la chaîne d'innovation qui lui permet de transporter et d'utiliser l'oxygène au bon endroit, au bon moment. C'est une question de performance pulmonaire, de circulation sanguine, d'organisation des organes, mais aussi de rythme de vie. À l'inverse, lorsqu'une lignée perd cet avantage, par exemple si des mutations réduisent la superficie pulmonaire ou si un changement climatique rapide appauvrit localement l'air, la taille des descendants baisse, la capacité à endurer ou à migrer s'amenuise, et la survie sur le long terme devient compromise. Le concept de mégafaune ne se limite pas aux seuls mammifères. Les oiseaux géants du Pléistocène, comme les autruches primitives ou les fameux Aepiornis de Madagascar, dépendent eux aussi des anciennes adaptations respiratoires. Incapables de voler, ils présentent un thorax massif, des sacs aériens et des poumons tubulaires sophistiqués. C'est la même logique qu'on retrouve chez les oiseaux modernes, mais à une échelle décuplée, adaptée à des défis écologiques de grande taille, allant de la course rapide à l'endurance sur de vastes territoires hostiles. Là encore, le lien de parenté évolutif avec les ancêtres reptiliens du Mésozoïque se voit au travers de la structure même des organes respiratoires. Par ailleurs, la réaction de la mégafaune aux variations extrêmes de l'oxygène lors de petites périodes climatiques de transition, comme les réchauffements soudains ou les sécheresses prolongées, a souvent conditionné leur succès ou leur disparition. Les espèces dotées d'une faible marge d'adaptation se sont éteintes plus rapidement, alors que d'autres, capables de moduler leur rythme d'activité ou d'hiberner, ont mieux résisté. L'étude des gisements contemporains de la période glaciaire montre des traces de micro-anoxie dans certains abris, mais aussi la survivance dans des recoins bien oxygénés, où la mégafaune pouvait se réfugier en cas de coup dur. L'importance de cet héritage respiratoire se ressent encore aujourd'hui chez les descendants des animaux de la mégafaune. Les éléphants, par exemple, continuent à montrer des systèmes de ventilation très efficaces, capables de répondre à des efforts intenses pendant la marche ou la charge, tout en vivant sous des climats chauds où la gestion de la chaleur et de la soif dépend étroitement de la respiration. Les grands félins ou les loups affichent toujours, dans leur endurance de chasse, la trace des améliorations du passé. Chez les ours, la capacité à hiberner des mois sans respirer constamment à plein poumon s'appuie sur un mode de vie facultatif hérité de leurs ancêtres préhistoriques. De manière générale, la mégafaune glaciaire incarne l'exemple parfait de la convergence entre pression physiologique, contexte climatique et intelligence évolutive. Elle montre que la taille d'un animal n'est pas seulement la conséquence d'une génétique chanceuse ou d'une nourriture abondante, mais le fruit d'un long travail de perfectionnement, notamment autour de la question de la respiration et de la gestion de l'oxygène. Cette histoire, gravée dans les os des grands mammifères éteints, explique aussi la fragilité de tels écosystèmes. Il a suffi de perturbations climatiques rapides, accentuées par la pression humaine, pour que la plupart disparaissent il y a seulement 12 000 ans, laissant la place aux animaux adaptés à une vie moins exigeante sur le plan respiratoire et métabolique. Aujourd'hui, l'étude minutieuse des fossiles de cette mégafaune et des adaptations visibles au niveau des poumons, du crâne, du système circulatoire nous permet de mieux comprendre les capacités et les limites des animaux modernes. On saisit mieux pourquoi certaines espèces résistent mieux à la raréfaction de l'oxygène, altitude, sécheresse, canicule, et pourquoi d'autres, au contraire, sont hautement sensibles aux moindres changements dans la composition de l'air. Cet héritage de millions d'années
transmis malgré les crises et les extinctions, continue d'influencer la morphologie, le comportement et la capacité d'expansion de grandes familles animales, du renard arctique à la baleine, en passant par le condor ou même l'homme moderne. Pour apprécier toute la portée de cette leçon évolutive, il faut garder en tête que la santé, la survie et la capacité de prospérer des espèces dites géantes dépendent, bien plus qu'on ne le croit, de leur génie à capter, transporter et utiliser l'oxygène dans tous les instants de leur vie. Lorsque ce trait s'étiole, la taille devient un handicap. Lorsqu'il se maintient, l'évolution peut, pendant des centaines de milliers d'années, favoriser des records de masse et de déplacement. Cette histoire de la mégafaune, qui commence par des crises anciennes et se poursuit dans les paysages glacés du passé récent, éclaire sans cesse nos recherches modernes et oriente aussi notre propre regard sur la place de l'oxygène dans l'avenir du vivant sur Terre. Cet héritage respiratoire, qui a marqué le développement et la survie des animaux géants à travers des millions d'années, a aussi joué un rôle déterminant dans la façon dont la biodiversité terrestre s'est structurée face aux épisodes de feux de forêt. Au cours des ères où l'oxygène atmosphérique a atteint des niveaux très élevés, par exemple entre le Carbonifère et le début du Permien, il y a environ 350 à 250 millions d'années. La fréquence et l'intensité des incendies naturels ont été directement influencées par cette surabondance de gaz dans l'air. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement une question anecdotique, c'est un facteur écologique qui a modifié non seulement les paysages, mais aussi les stratégies de vie de nombreuses espèces animales et végétales. Quand la proportion d'oxygène dans l'atmosphère dépasse 25 puis 30%, le risque d'incendie devient exponentiel. À cette époque, il suffisait d'un simple éclair ou d'un échauffement localisé pour que d'immenses surfaces de forêt, de mousse et de marécages prennent feu. Les couches de charbon de cette période, qu'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux gisements fossiles, témoignent de la répétition de ces événements. Chaque débris carbonisé est la mémoire d'un paysage probablement bouleversé par les flammes. Dans ces conditions, la régénération des forêts ne ressemblait pas à ce qu'on connaît aujourd'hui, où le rythme des incendies naturels est beaucoup plus lent et leur propagation limitée par l'humidité ou la densité moindre en oxygène. L'impact de ces feux, dans une atmosphère suroxygénée, allait bien au-delà de la destruction apparente. Pour les plantes, cela signifiait qu'il fallait rapidement inventer des mécanismes pour résister, tirer parti ou contourner ce danger constant. Les adaptations botaniques liées aux incendies sont nombreuses, des tiges épaisses et résistantes, des écorces isolantes, des graines pouvant rester dormantes dans le sol et ne germer qu'après le passage du feu, résistantes à la chaleur, et des cycles de reproduction accélérés pour recoloniser les sols nus dès la fin d'un incendie. Beaucoup de familles végétales modernes, issues de ces lignées anciennes, portent toujours la trace de ces stratégies, même si le risque d'incendie naturel n'est plus aussi massif qu'à l'époque du Carbonifère. Pour la faune, la pression des incendies était tout aussi déterminante. Dans un environnement où le feu pouvait ravager un territoire en quelques heures, la capacité à fuir, à se réfugier ou à résister aux hausses soudaines de température est devenue, sur le plan évolutif, un enjeu majeur. Les animaux les plus lents ou ceux incapables de s'enterrer en profondeur avaient peu de chances de survie, surtout parmi les insectes géants, qui, bien qu'adaptés à respirer un air chargé en oxygène, n'avaient pas développé de stratégies efficaces contre les feux à répétition. Les archives fossiles montrent d'ailleurs une baisse soudaine de la taille de certains groupes d'insectes à mesure que les feux récurrents modifiaient les conditions de vie. L'évolution a favorisé les espèces capables de migrer rapidement, de coloniser les zones brûlées après l'incendie ou de supporter la chaleur temporaire, parfois en exploitant les abris naturels, galeries souterraines ou troncs creux. La dynamique des feux dans ces périodes de suroxygénation a donc agi comme un puissant filtre sélectif. Les biotopes brûlés devenaient très vite disponibles pour de nouveaux colons, souvent différents de ceux qui occupaient la zone auparavant. Les espèces animales opportunistes, celles qui profitaient de la résilience de l'écosystème après incendie, ont pu se multiplier, diversifiant leur alimentation et leur comportement en s'adaptant aux ressources disponibles. Chez les plantes, la destruction périodique des forêts denses a empêché la monopolisation de l'espace par une seule espèce dominante. On observe une alternance entre forêts épaisses avant un incendie et mosaïques de végétation basse, parmi lesquelles des jeunes pousses investissent très vite les espaces libérés. Un point intéressant à souligner, c'est l'enrichissement du sol après un feu. La cendre produite, riche en minéraux, favorisait souvent l'explosion de la croissance pour les espèces végétales qui pouvaient germer le plus rapidement.
Cette réponse des plantes, qu'on retrouve encore aujourd'hui après les feux naturels, a été particulièrement efficace dans le contexte du Carbonifère et du Permien, où chaque nettoyage par le feu préparait le terrain à un nouveau cycle de compétition et d'innovation évolutive. Certaines familles d'arbres et d'herbacées doivent largement leur succès à cette capacité à renaître immédiatement après la destruction de l'ancien couvert forestier. Mais tout n'était pas favorable dans cet excès d'oxygène et de feu. Les zones incendiées perdaient aussi rapidement leur faune, et il fallait à chaque fois de longues années pour que les communautés animales et végétales retrouvent un équilibre. Pour les insectes, et en particulier pour les plus grands, l'effet pouvait être catastrophique. L'énergie investie dans leur grande taille n'était pas compatible avec la nécessité de se déplacer vite ou de survivre dans un sous-sol profond. Les prédateurs opportunistes, eux, trouvaient souvent un avantage dans les paysages nouvellement ouverts, là où la concurrence était absente, permettant à certaines espèces généralistes de développer rapidement leur population. Du côté des animaux terrestres plus imposants, comme les premiers tétrapodes ou les reptiles archaïques, la gestion de la chaleur, du stress et des déplacements au cœur des incendies a sans doute constitué un moteur de sélection non seulement physiologique, mais aussi comportemental. Les traces fossiles de terriers, de galeries souterraines et de refuges naturels témoignent de cette réponse. Ceux capables de s'enterrer à temps ou de tolérer un échauffement temporaire par la production de mucus protecteurs, la restriction métabolique ou l'hibernation temporaire avaient donc un net avantage. Au fil du temps, les épisodes de feu fréquents ont agi comme une sorte de remise à zéro périodique de la composition des forêts et des communautés animales. On note dans les cernes des arbres fossiles, dans les couches de charbon et de cendres, et dans la composition des sols anciens, la rythmicité de ces catastrophes naturelles. Parfois, elles touchaient la quasi-totalité d'une région, bouleversant la chaîne alimentaire, la quantité de sites de ponte pour les amphibiens, la densité de proies pour les carnivores ou la composition des abris pour les insectes. La réaction des plantes a aussi conditionner celle de la faune. Dès lors qu'une strate d'espèces pionnières, capables de germer ou de repousser rapidement, reformait un couvert végétal, les animaux suivaient. Certains groupes ont même profité de cette alternance constante, à la fois pour limiter la concurrence, puisqu'elle était périodiquement éliminée par le feu, mais aussi pour exploiter les nouvelles ressources. Présence de jeunes pousses, de fleurs inédites ou de graines exposées au sol. C'est là qu'on commence à observer une explosion des interactions indirectes, insectes pollinisateurs, herbivores spécialisés, oiseaux ou reptiles qui suivent la même cadence que la repousse post-incendie. Il est intéressant de voir que le feu, en présence d'un fort taux d'oxygène, a aussi limité la stabilité de forêts denses qui sinon auraient pu dominer sans partage d'immenses espaces continentaux. En l'absence d'incendie, les lycopodes géants ou les fougères arborescentes prenaient toute la lumière et l'humidité, mais le feu venait régulièrement remettre les compteurs à zéro, empêchant l'apparition d'écosystèmes totalement fermés sur eux-mêmes. Cette instabilité a favorisé la diversité à long terme, même si elle impliquait une mortalité élevée lors de chaque épisode destructeur. Les masses d'oxygène atmosphérique ont également influencé le développement des cycles de vie chez de nombreux animaux. Certains insectes, par exemple, sont passés d'un stade larvaire fragile à un stade adulte blindé en un temps record, afin d'exploiter au maximum la fenêtre de repousse végétale post-incendie. D'autres groupes ont ajusté la période de fécondation ou de croissance pour coïncider avec le retour d'un couvert végétal suffisant. Cela explique aussi pourquoi, à mesure que le taux d'oxygène a diminué et que les incendies sont devenus moins fréquents ou moins intenses, toute la dynamique des cycles de reproduction et de développement a elle aussi changé. Le rôle du feu, catalyseur autant que frein à la biodiversité, se voit d'ailleurs dans la façon dont certaines lignées prospèrent à l'ombre de ces catastrophes régulières alors que d'autres disparaissent. Les archives fossiles montrent des phases alternées, période où l'abondance d'espèces rapidement recolonisatrices nourrit une diversité record, suivie de recul quand une nouvelle série d'incendies balaie tout sur son passage. Ces cycles sont de véritables laboratoires d'innovation, où même le mode de vie de nombreux groupes s'ajuste d'une génération à l'autre, en fonction de la fréquence et de l'intensité des feux. Dans les régions particulièrement marquées par la surabondance d'oxygène, on observe ainsi des paysages de mosaïques, quelques grands arbres isolés ayant survécu, un tapis d'herbacées pionnières, des insectes généralistes omniprésents et une population variable d'amphibiens ou de reptiles opportunistes. Le retour progressif à une végétation plus dense se lie dans les microfossiles, l'épaisseur des couches de charbon et la configuration des pollens retrouvés dans les sédiments. Ces indices documentent, année après année, cycle après cycle,
la manière dont le vivant s'est adapté à l'imprévisible, parfois même en tirant profit de la destruction. Si on se penche sur les stratégies animales contemporaines ou fossiles, on retrouve aujourd'hui encore des comportements hérités de cette époque. Nombre de reptiles et de mammifères ont conservé cet instinct de fuite rapide à l'approche du feu, alors que chez certaines espèces végétales des zones méditerranéennes, l'adaptation des graines à la chaleur demeure un outil de survie essentiel. Même la capacité des oiseaux à reconnaître et à éviter les zones fumées ou à coloniser des territoires brûlés en premier découle de l'histoire ancienne des interactions entre oxygène et incendie. Tout cela montre clairement que l'augmentation du taux d'oxygène a agi comme un double moteur. Il a permis l'apparition de nouvelles formes de vie, des colonisateurs, des expérimentateurs, mais il a aussi freiné la création d'écosystèmes trop stables, trop fermés, en favorisant l'alternance permanente entre destruction et récupération. Les feux de forêt, dans une planète suroxygénée, ont autant stimulé la diversification qu'ils ont limité la domination de quelques espèces sur les autres. Ils ont forcé les communautés animales et végétales à inventer, à s'adapter, à miser sur la mobilité, la résistance ou la capacité à repartir de zéro après un choc brutal. En comprenant ce rôle clé des incendies dans l'histoire évolutive, on saisit mieux pourquoi la biodiversité terrestre ne s'est pas construite seulement sur la compétition ou l'exploitation des ressources, mais aussi sur la gestion des perturbations extrêmes. La mémoire des feux et de l'oxygène élevé continue à s'imprimer dans l'adaptation de nombreuses espèces, dans les héritages génétiques, comportementaux et morphologiques que l'on observe encore à l'échelle actuelle, bien après la chute du taux d'oxygène et la disparition des plus grands écosystèmes anciens. Tous ces épisodes d'incendies fréquents et la pression exercée sur les animaux et les plantes dans une atmosphère saturée d'oxygène ne se sont pas limités à de simples conséquences sur la taille ou la résilience des espèces. Ils ont aussi déclenché une évolution rapide et originale des stratégies de prédation, de défense et d'évitement dans les mondes animal et végétal. Dans ce contexte de vie suroxygénée, où l'énergie disponible et la mobilité pouvaient être plus grandes qu'à n'importe quelle autre période, chaque animal devait trouver ou inventer des moyens pour vivre, se nourrir ou survivre dans des milieux parfois instables, dangereux et peu prévisibles. Quand on pense à cette époque de fort taux d'oxygène, par exemple durant le Carbonifère supérieur et le Permien, il faut imaginer des faunes où insectes géants, amphibiens, premiers reptiles et une foule d'autres organismes interagissent dans des forêts denses et sur des sols riches en déchets organiques. Avec plus de 30% d'oxygène dans l'atmosphère, tous les métabolismes fonctionnent très vite. Et la capacité de bouger, de sentir l'air, de repérer un partenaire ou une proie atteint un niveau jamais vu auparavant. Cette abondance de carburant vital impose une compétition généralisée entre ceux qui veulent manger et ceux qui ne veulent pas être mangés. Dans un tel contexte, la chaîne alimentaire n'a pas seulement été bouleversée du côté des tailles, mais aussi dans la diversité des comportements. La vitesse de déplacement pouvait s'accélérer, tant chez les chasseurs que chez les proies. Pour les prédateurs, être capable de bondir vite, de grimper ou de voler loin n'était plus réservé à quelques animaux spécialisés. Même les insectes, grâce à leur système trachéal suralimenté, développaient une mobilité exceptionnelle. Méganera, cette gigantesque libellule du Carbonifère, n'était pas seulement grande, elle pouvait parcourir des distances considérables à la recherche d'une proie ou d'une zone favorable pour la reproduction. Les mille-pattes géants, eux, profitaient aussi d'une grande puissance musculaire pour creuser ou se faufiler rapidement sous les débris végétaux en quête de nourriture ou pour échapper à plus gros qu'eux. Les stratégies de prédation ont suivi le rythme imposé par le nouvel environnement. Les prédateurs n'avaient plus à attendre passivement que de la nourriture passe à leur portée. Ils sont devenus capables d'exploiter la verticalité des végétations denses, de bondir d'un tronc à l'autre, de voler ou de courir sur de longues distances. Les queues préhensiles ou les griffes acérées, la vision perçante et des réflexes affûtés sont autant d'outils qui sont apparus ou se sont améliorés au fil du temps. De jeunes tétrapodes, s'ils voulaient capturer de la nourriture, devaient développer eux aussi une attaque rapide ou des plans d'embuscade dans des zones peu visibles, en profitant de la lumière tamisée des forêts marécageuses. L'oxygène abondant permettait ces poussées soudaines d'activité, mais donc il fallait optimiser la consommation d'énergie pour ne pas épuiser ses réserves lors de longues périodes de chasse ou de fuite intense. Du côté des proies, la réponse à cette compétition accrue s'est traduite par une véritable course aux armements. Certaines espèces d'insectes, au lieu de miser uniquement sur la fuite, ont commencé à adopter des carapaces plus épaisses, à développer des couleurs d'alerte ou à sécréter des substances toxiques pour dissuader les prédateurs.
Les arthropodes pouvaient arborer des motifs complexes, se fondre dans le décor des fougères ou adopter des comportements strictement nocturnes afin d'éviter la prédation diurne. Parmi les amphibiens et premiers reptiles, des solutions variées sont visibles dans les fossiles. Allongement du corps pour se glisser entre les racines, apparition de vents latéraux pour se déplacer silencieusement ou peau plus rugueuse pour camoufler l'individu sous la litière du sol. Le camouflage, lorsqu'il a été possible, est devenu une stratégie de plus en plus répandue. Mais dans une atmosphère où les odeurs voyagent mieux, grâce au transport facilité par l'oxygène, de nombreux animaux ont dû aussi perfectionner leur odorat et réduire au maximum leur signature chimique. On note l'apparition de comportements d'auto-nettoyage chez des insectes ou petits reptiles, destinés à éliminer les traces susceptibles d'être perçues par des prédateurs à l'odorat affûté. Les comportements alimentaires se sont également diversifiés. Ce n'est plus simplement la croissance des corps ou la vitesse qui compte. Certains insectes deviennent carrément carnivores pour tirer parti de la disponibilité de proies nombreuses et faciles à attraper grâce à leur grande mobilité. D'autres, généralistes ou opportunistes, composent leur régime alimentaire selon les saisons et la présence de jeunes pousses apparues après les incendies ou de cadavres laissés par des feux de forêt massifs. Les vertébrés, quant à eux, profitent de cette soudaine abondance de choix pour occuper de nouveaux niveaux trophiques, se spécialisant dans la chasse aux larves, aux œufs ou même aux jeunes d'autres espèces. Dans ce contexte, les chaînes alimentaires se complexifient. On retrouve des proies adaptées à une fuite ultra rapide, d'autres à l'immobilité parfaite ou au regroupement défensif. Certaines espèces d'insectes, par exemple, vivent en colonies ou en petits groupes quasi coordonnés qui réagissent ensemble pour repousser l'attaque d'un prédateur plus gros. Chez certains amphibiens, on remarque aussi le début de comportements semi-coopératifs. Regroupement des jeunes lors des migrations, occupation simultanée de refuges temporaires ou stratégie de reproduction synchronisée pour submerger les prédateurs de larves en quantité. Les techniques de chasse s'adaptent très vite aux réponses des proies. L'apparition du vol actif, la maîtrise d'un mouvement silencieux et l'apprentissage de régions d'écosystèmes peu explorées deviennent des atouts décisifs. Chez les insectes volants, le développement d'une envergure d'ailes disproportionnée par rapport au corps favorise les longues périodes de vol plané et la détection à distance des aires à exploiter. Les proies qui restent exposées au sol n'ont d'autre choix que de creuser, de se cacher sous des couches végétales épaisses ou d'occuper temporairement la colonne d'eau, fuyant ainsi les prédateurs actifs en surface. La compétition entre espèces joue un rôle de stabilisateur dynamique. À mesure qu'une stratégie de prédation devient efficace, les proies perfectionnent leur défense, et inversement. On assiste donc à une série d'innovations qui enrichissent la diversité comportementale et morphologique. Par exemple, l'émergence de dents plus tranchantes, de mâchoires surdimensionnées ou de petites cornes chez certains vertébrés répond sous forme évolutive à la croissance des défenses passives ou actives des proies. La répartition des animaux sur les territoires évolue en conséquence de ces pressions inédites. Des animaux hautement spécialisés occupent les bords des rivières et des lacs, d'autres misent sur l'exploitation des canopées de fougères ou de lycopodes. Certains se faufilent dans des galeries formées par la décomposition de matières végétales suite aux incendies. On observe aussi, au fil des périodes, une spécialisation de plus en plus poussée. Insectes de la cime, alimentation sur les nouvelles pousses, post-incendie, amphibiens fouisseurs tirant parti des sols meubles, reptiles semi-aquatiques en embuscade près des points d'eau. Il faut aussi noter que dans ce contexte suroxygéné, la notion de territoire ou d'espace vital n'a plus la même limite physique. La performance respiratoire permet à certaines espèces d'étendre leur aire de chasse ou de collecte bien au-delà de ce qui serait possible avec un taux d'oxygène plus bas. Cela rend les rencontres interspécifiques plus fréquentes et la compétition pour les ressources plus directes. L'une des conséquences importantes de cet environnement dynamique, c'est la promotion de l'innovation comportementale. Les espèces flexibles, capables de changer de technique de chasse, de varier leur régime alimentaire ou de modifier leur activité selon la saison des feux, surclassaient souvent les espèces très spécialisées qui dépendèrent d'un cadre écologique étroit. Cette souplesse comportementale, renforcée par l'abondance de l'oxygène, prépare le terrain à la diversification évolutive future, car chaque innovation réussie est transmissible à la génération suivante. Enfin, la suroxygénation de l'atmosphère touche indirectement la capacité des espèces à coloniser de nouveaux milieux. Avec une réserve d'énergie et une récupération plus rapide, les animaux peuvent conquérir des niches jusque-là inaccessibles, explorer les bords des milieux brûlés, occuper des espaces laissés vides par la mortalité massive due au feu,
ou tester des habitats temporaires formés par la repousse rapide de la végétation. Cela ouvre la voie à une expansion simultanée des prédateurs comme des proies, accentuant encore la diversification des comportements et des morphologies. L'interaction permanente entre innovation des proies et innovation des prédateurs, amplifiée par la variabilité instaurée par les épisodes de feu et la richesse en oxygène, façonne des écosystèmes où le changement est la norme. Ce laboratoire vivant produit à chaque génération des stratégies inédites. Mimétisme, venin, embuscade, rapidité, coopération, spécialisation extrême. Ces solutions originales laissent une trace durable dans la structure même des communautés animales et dans la mémoire évolutive de la planète. Étonnamment, on retrouve encore aujourd'hui, chez des descendants lointains, des réflexes ou des adaptations héritées de cette époque, symptômes de l'incroyable créativité déclenchée par un environnement où l'oxygène a servi de catalyseur à toutes les grandes aventures de la prédation et de la défense sur Terre. Cette dynamique de changement constant, où chaque innovation en matière de prédation ou d'évitement se transmet parfois jusqu'à aujourd'hui, met en lumière un point rarement abordé. Tout ce qui concerne l'oxygène atmosphérique, la composition de l'air et même la fréquence des épisodes climatiques extrêmes demeure au cœur des grands mouvements de la vie sur Terre. Comprendre ces relations anciennes entre l'atmosphère, le climat et la biosphère offre plus qu'un simple regard sur le passé. C'est un outil essentiel pour décrypter les défis actuels et anticiper ceux à venir. Le parcours du vivant, à travers les fluctuations de l'oxygène, est avant tout une histoire d'équilibre fragile, de dépendance invisible et d'ajustements successifs. Lorsque l'on remonte à il y a 350 millions d'années, l'augmentation de l'oxygène était loin d'être prédite ou même programmée. Elle résultait d'une série de phénomènes naturels, comme la prolifération massive de végétation terrestre, le stockage du carbone sous forme de charbon, ou encore la configuration particulière des continents et du climat. Mais chaque fois, une montée ou une baisse rapide de ce gaz donnait naissance à des nouveautés, des adaptations, des disparitions, des radiations évolutives, parfois même des crises de grande ampleur. On l'a vu, les pics de 30% d'oxygène ont permis à certains groupes d'atteindre des tailles et des capacités physiologiques extrêmes, tandis que les effondrements à 15 ou 16% à la fin du Permien ont agi comme de véritables goulots d'étranglement pour toute la biosphère. Pour faire le lien avec le présent, il faut rappeler que la teneur actuelle en oxygène dans l'atmosphère est d'environ 21%. Cette stabilité n'est jamais complètement acquise. Plusieurs indices paléoclimatiques et géochimiques montrent que la composition de l'air fluctue, même sur des échelles relativement courtes de temps géologique. Les grandes glaciations du Pléistocène, il y a seulement quelques centaines de milliers d'années, ont elles aussi provoqué des réajustements dans les cycles de l'oxygène, du carbone ou du méthane. Chacun de ces épisodes façonne la vie à sa façon, en favorisant certaines formes et en limitant d'autres, au gré des adaptations spécifiques, héritées ou inventées pour répondre à l'environnement du moment. Au-delà de la biologie pure, comprendre ces liens entre air, climat et organismes vivants aide à mettre en perspective l'impact des actions humaines. Depuis l'avènement de l'industrialisation, l'équilibre entre l'oxygène et le carbone n'est plus gouverné uniquement par des processus naturels millénaires. Il est directement affecté par nos pratiques, la déforestation, la combustion massive d'énergie fossile, l'altération des sols et la disparition de certains milieux humides modifient significativement les grands flux atmosphériques et la capacité des écosystèmes à produire ou consommer des gaz comme l'oxygène et le dioxyde de carbone. Ce que l'on mesure aujourd'hui, c'est une accélération sans précédent des changements qui, jadis, prenaient des dizaines de milliers ou des millions d'années. Analyser l'évolution des taux d'oxygène dans le passé permet de mieux cerner les conséquences d'une augmentation ou d'une diminution rapide de ce gaz sur les écosystèmes. Les phases où la vie foisonne, où s'expérimentent de nouveaux modes de respiration, d'alimentation ou de défense, sont presque toujours synchronisées avec une atmosphère stable et relativement riche. À l'inverse, chaque grand bouleversement, qu'il soit volcanique, climatique ou de composition chimique, provoque des effondrements de biodiversité et une fois la crise passée, une explosion de formes de vie très différentes. La leçon essentielle est que les vivants s'adaptent, mais pas toujours dans la direction attendue, et que la marge de manœuvre pour la récupération d'une crise climatique ou d'une chute du taux d'oxygène reste largement imprévisible. L'histoire ancienne de la Terre montre à quel point tout est lié.
Quand la photosynthèse s'intensifie, la planète se couvre de nouvelles forêts, l'oxygène s'accumule, la vie animale expérimente de nouvelles tailles et comportements. Mais si un accident survient, volcanisme massif, disparition de plantes clés, crise climatique, le système peut vite basculer. Ce qui est frappant, c'est la rapidité des réponses évolutives. Lorsqu'un nouveau décor atmosphérique s'impose, les organismes développent de nouveaux systèmes pulmonaires, changent de mode de reproduction, troquent leur métabolisme pour des stratégies plus économiques en énergie. Mais tous n'y parviennent pas, et ce sont alors des familles entières qui disparaissent ou laissent place à de nouveaux venus mieux équipés. Le rôle tampon de la biosphère dans la stabilité du climat est central. Les végétaux, en produisant de l'oxygène et en absorbant le dioxyde de carbone, influencent directement la composition de l'air. Les océans stockent et relâchent le carbone en fonction de la température, de la circulation des courants et des couplages entre continents et atmosphère. Ces systèmes de rétroaction naturelle contribuent à amortir certaines variations, mais ils ont des limites. Un déséquilibre prolongé, qu'il soit causé par une extinction massive ou par une action anthropique trop rapide, peut entraîner des conséquences en cascade, du niveau microbien jusqu'aux grands vertébrés. L'apprentissage de toutes ces leçons du passé permet aussi d'être plus précis quant aux stratégies pour préserver la diversité du vivant aujourd'hui. On voit que chaque fois que la diversité s'est effondrée à cause d'un déséquilibre gaz-climat, la reconstruction a nécessité des millions d'années. Il ne suffit pas d'attendre ou de semer à nouveau des plantes pour retrouver spontanément la structure d'un écosystème ancien. L'accumulation de traits évolutifs, de liens écologiques et de coévolution complexes entre animaux et végétaux ne se fait jamais à marche forcée. Tout dépend de l'état de l'air, du cycle de l'eau, de la composition minérale des sols ou encore des modes de respiration et de défense inventés au fil des millénaires. Le lien entre climat, air et vie ne concerne pas uniquement les grandes extinctions du passé. Même aujourd'hui, de petits changements dans la disponibilité de l'oxygène ou la concentration en gaz à effet de serre peuvent bouleverser la physiologie d'espèces entières. Une hausse de température réduit la solubilité de l'oxygène dans l'eau, déclenchant des zones mortes dans les océans. La pollution chronique affaiblit la photosynthèse des algues, donc la production d'oxygène. La disparition des milieux humides supprime des pompes naturelles qui régulaient le niveau d'oxygène à l'échelle continentale. Ces mécanismes ne sont pas nouveaux. Ils étaient déjà à l'œuvre il y a des millions d'années, mais l'intensité actuelle du changement ne laisse plus autant de place à l'ajustement progressif. Pour la recherche scientifique, l'étude des relations anciennes entre atmosphère, climat et organismes vivants reste un terrain incroyablement riche. Grâce aux fossiles, à la reconstitution par les isotopes, au séquençage des génomes modernes et à la modélisation mathématique du cycle des gaz, on parvient aujourd'hui à retracer l'histoire de la vie jusque dans ses moindres innovations respiratoires ou métaboliques. Cela aide à reconnaître les failles éventuelles dans notre gestion moderne des ressources naturelles et à prévoir les conséquences, parfois tardives, de nos actions sur l'ensemble de la biosphère. Ce qui ressort clairement, c'est la nécessité d'adopter une vision globale, préserver la diversité des forêts, protéger les zones humides, limiter la pollution des océans, restaurer les cycles naturels de production et de consommation de gaz. Tout cela forme un seul et même plan d'action. Si l'oxygène venait à chuter brusquement aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les grands animaux comme les éléphants ou les baleines qui en souffriraient, mais aussi les micro-organismes du sol, les insectes pollinisateurs, les oiseaux migrateurs, toute la complexité des réseaux trophiques. Notre dépendance à l'air pur est aussi inviolable que celle des animaux du passé, même si la technologie actuelle masque souvent notre vulnérabilité. Un autre aspect important à retenir, c'est la capacité inégalée de certains groupes à profiter des crises pour inventer, innover et s'imposer quand l'équilibre revient. L'histoire de la vie sur Terre est jalonnée de ces périodes où la diversité chute brutalement, suivie d'un immense rebond, chaque nouvelle vague évolutive exploitant la moindre opportunité offerte par l'état de l'atmosphère et du climat. En comprenant ce cycle, on peut mieux préparer la résilience de nos propres systèmes écologiques et anticiper quelles espèces seront les plus susceptibles de s'adapter en cas de nouvelles perturbations majeures. Cela explique pourquoi de plus en plus de programmes de conservation prennent en compte la restauration non seulement des espèces, mais des cycles écologiques eux-mêmes. Réintroduction de plantes capables de séquestrer du carbone, protection de zones humides qui tamponnent les variations de gaz, plantation d'arbres pionniers particulièrement efficaces dans la photosynthèse et suivi rigoureux de la qualité de l'air dans toutes les régions.
Qu'il s'agisse de lutter contre la déforestation en Amazonie, de réduire les polluants azotés dans les fleuves ou de préserver les prairies naturelles, chaque geste qui prolonge l'équilibre atmosphérique retarde la survenue des crises. La mémoire paléontologique et biologique de la Terre fonctionne comme un livre ouvert. On y lit la trace de chaque hausse ou chute de l'oxygène, de chaque crise climatique, de chaque réinitialisation du vivant. Ce sont des jalons, des repères pour comprendre ce que la vie a su inventer et ce qu'elle risque de perdre si l'on ne tient pas compte des enseignements du passé. En filigrane de cette histoire, il reste la promesse que, tant que l'équilibre est maintenu entre l'air, le climat, l'eau et la diversité, le vivant conserve une incroyable capacité à se renouveler et à s'adapter. Mais cette résilience, si souvent mise à l'épreuve, n'est jamais illimitée et ne doit pas être considérée comme acquise. L'histoire de l'oxygène terrestre, de ses hausses et de ses effondrements, illustre à quel point la vie sur Terre est conditionnée par quelques facteurs apparemment simples, mais à l'impact immense. En comprenant mieux les conséquences de chaque variation, du profond passé à nos jours, on se donne les moyens de choisir les trajectoires les plus favorables pour notre espèce et toutes celles qui partagent notre planète.